bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette webconférence L'architecte augmenté par l'IA, retour d'expérience. Webconférence donc co-animée par Arthur Beck, Amaury Dubois, Pablo Nastar, lesquels se présenteront davantage. Indiquons malgré tout d'ores et déjà que Arthur Beck est architecte, habitologue, spécialisé dans la rénovation énergétique, dirigeant de l'agence Instant et spécialiste de l'IA. Amaury Dubois, de son côté, est spécialiste IA et en fait travaille depuis de très nombreuses années au sein des agences d'architecture et ou d'architecture intérieure. Pablo Nastar lui-même est ambassadeur IA, formateur et travaille également, tout comme Amaury Dubois, depuis de nombreuses années avec des architectes. Euh, Avant de présenter ILO et nos modes de communication, deux grands temps dans le cadre de cette webconférence. Premier temps animé par Arthur Beck, lequel, je le précise à nouveau, est bien évidemment architecte. Arthur Beck va donc développer plutôt le volet l'architecte augmenté, comment les activités sont transformées par l'IA et donnera à voir aussi un ensemble d'outils que lui-même utilise dans sa pratique. Bien sûr, ces outils ont été sélectionnés. Arthur Beck en utilise de nombreux autres. Amaury Dubois, lui, va plutôt se concentrer sur tout ce qui concerne les visuels, images, vidéos, et donnera à voir aussi l'ensemble des innovations en la matière. Pablo Nastar devait vous présenter une application qu'il a lui-même développée. En revanche, il y a des problèmes de connexion Internet, à moins que Pablo réussisse à les rétablir. La présentation de Pablo aurait duré 10 minutes. Donc Pablo, tu nous alerteras si jamais, bien sûr, la connexion devait être à nouveau rétablie. Avant de laisser la parole à Arthur, Amaury et Pablo, deux informations, l'une à propos d'ILO et de nos modes de communication. Vous le savez, ILO Formation a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes Occitanie en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA ou des adhérents avant de vous être proposées. Nous pouvons aussi co-concevoir à vos côtés des actions de formation. Nous proposons, vous le voyez bien, des webconférences gratuites donnant lieu à attestation de formation. Nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, réseau construit par l'Ordre national et les ordres en région. Et tous les membres de notre bureau d'administration sont architectes. Nos modes de communication désormais, vos caméras, vos micros sont coupés. En revanche, comme vous avez pu l'expérimenter, vous allez pouvoir poser vos questions tout du long de la webconférence dans ce fameux onglet Q&R. Au terme de chacune des deux ou trois parties qui vous seront présentées, vous pourrez poser vos questions donc à Arthur Beck, à Amaury Dubois et ou Pablo Nestar en fonction du rétablissement de sa connexion Internet. Avant de lancer la web, une petite précision. Arthur Beck est malade, donc si Arthur tousse, a besoin de boire, voire même doit s'échapper, voilà. Tout le monde t'excusera, bien sûr, Arthur. J'ai terminé. Arthur, si tu es prêt. Je suis prêt. Et j'ai pas encore toussé, donc c'est pas mal. Parfait. J'ai ma bouteille d'eau, ça devrait aller. Et je devrais pas m'absenter. Bon. Du coup, je te remercie, Gaël, donc de m'avoir convié pour ce webinaire. Alors, une autre petite précision, c'est ce que juste un tout petit malentendu. Alors, je fais partie de l'agence Archibec et pas Instanté. Bon, ça, c'était juste un petit détail. Instanté est un groupement d'architectes sur tout le territoire français et où je suis à la fois membre et aussi le référent de IA à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Et pareil pour les habitologues, où je suis nouvellement aussi leur référent IA à l'intérieur. Donc voilà, pour aller vraiment dans... Tout le monde a pu le lire, je suis architecte à Dieppe, en Normandie. Et donc aujourd'hui, je suis aussi formateur
sur le thème de l'intelligence artificielle, en lien avec une boîte de développement à Rouen que j'ai rencontrée, et qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Donc, je ne le fais pas seul. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon métier depuis quasiment 2 ans, 2, 3 ans facile maintenant, où j'en ai trouvé plein d'utilités possibles. Je vais pouvoir vous en montrer pas mal d'exemples. Euh, et je pense que c'est ça que vous êtes venu chercher. Donc, alors, voilà, je vais un peu trop vite. Petit retour en arrière d'abord, pour bien, pardon, pour bien comprendre finalement pourquoi j'en suis arrivé là. Le métier d'architecte, d'une manière globale, eh bien, on fait pas beaucoup d'architecture. Voilà. Je note tous mes temps, tout ce que je fais, et en fonction des compétences qui sont liées à chacune des tâches, la créativité, c'est-à-dire l'architecture, vraiment, quand j'ai mon crayon dans la main et je fais des croquis, ça représente que 1 à 3% du temps sur tout un projet. Entre le moment où je viens vraiment serrer la main d'un client et au moment où je lui rends les clés, tout simplement. Et donc, ça fait un peu mal de se dire que bah, toutes nos études, si on doit dire ça comme ça, représentent que 3% de notre temps. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe à côté? Bah, c'est un peu tout notre métier finalement d'architecte. Donc on fait quoi dans tout ça? On fait donc, bien sûr de l'architecture, on fait du dessin informatique, ce qui reste encore une fois pour moi différent. On peut faire bien sûr de la créativité en dessin informatique, mais je le sors vraiment de cette catégorie-là. On fait du relevé, du pilotage, de la gestion, on peut aller faire du pointage sur chantier, de la maîtrise d'œuvre. Donc tout un tas de compétences qui sont finalement autres que de la créativité pure. Maintenant, ce qu'on peut se dire là-dedans, c'est dans toutes les tâches que l'on fait, c'est même dans tous les métiers, eh bien, il y a des choses qu'on adore faire et des choses bah, qu'on n'aime pas faire, tout simplement. Comme c'est bien dit en bas, c'est diminuer les emmerdes. C'est ce qu'on a l'habitude de dire dans notre groupement Instant T, justement, c'est la fameuse formule du bonheur, où justement, on va essayer de diminuer les tâches qu'on n'aime pas faire et on va essayer d'augmenter notre bonheur. Voilà, pour être plus heureux, tout simplement, dans notre métier. Et donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. Bah, déjà, on va déjà commencer à se concentrer sur réduire ces tâches pénibles. Donc, pour moi, il y a 4 solutions pour essayer de s'en séparer de ces tâches. La première, bah, on la supprime d'une manière ou d'une autre de notre process. Voilà. Si on peut pas, tout simplement parce qu'on est obligé de le faire, bah, on n'a qu'à le passer à notre collaborateur, notre collaboratrice. Hop, on délègue. Si on peut pas, quand on est tout seul, c'est-à-dire moi je suis aujourd'hui tout seul dans mon agence, alors je fais travailler une dessinatrice indépendante et donc je lui délègue la partie dessin informatique, mais derrière il y a plein de tâches que je peux pas lui déléguer. Donc il va falloir trouver une solution. La première c'est la transformer, c'est comme ça que je me suis dit. C'est-à-dire transformer une tâche qu'on n'aime pas faire en quelque chose qu'on aime faire. Et là, je prends pour exemple généralement le relevé. Voilà, faire un relevé, c'est un truc que je détestais faire. C'était long, je le faisais peut-être pas très bien. Je devais mal retranscrire, mal écrire finalement tout ce que j'avais noté. Donc je savais pas si c'était un 1 ou un 7 qui était marqué. Donc je savais pas si c'était une cloison ou un mur porteur. Donc il fallait que j'y retourne. Et au niveau du client, c'était peut-être pas très professionnel de se dire qu'on n'avait pas bien fait la première fois. Euh, et donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi tout simplement dans un scanner 3D. Enfin, tout simplement, oui, c'est un bel investissement. Mais pour le coup, c'est quelque chose maintenant que j'adore faire. Parce que déjà vis-à-vis du client, c'est bien, c'est sympa, ça fait très professionnel. Et surtout, je gagne un temps de dingue sur place, mais aussi dans la retranscription derrière, où je passais avant, j'en sais rien, 2, 3 jours pour faire une retranscription d'une simple maison. Maintenant, je le fais en une matinée, quoi. Donc voilà, ça c'était la troisième solution. On transforme une tâche qu'on n'aimait pas faire en quelque chose qu'on aime faire. Et la dernière,
c'est d'optimiser cette tâche qu'on n'aimait pas faire. Et c'est là, je pense que l'intelligence artificielle peut avoir son rôle à jouer. Et je vais vous montrer justement pas mal d'exemples de comment justement l'IA m'a permis de réduire mes tâches pénibles. Donc l'IA aujourd'hui, je ne vais pas vous en faire tout un cours, vous êtes tous plus ou moins au courant que ChatGPT ça existe, mais il n'y a pas que ça. Donc vous avez sûrement tous dû toucher à la reformulation de mails, par exemple, au plus simple. Mais ça peut faire plein de choses. Ça peut analyser des documents, ça peut vous en faire des comptes rendus. C'est quand même génial. Mais on peut pas s'arrêter que à cette première étape. On va pouvoir créer des assistants, on va pouvoir automatiser des tâches pour les rendre beaucoup plus pertinentes et pour moi plus efficientes dans le temps et en termes de pertinence. Par contre, il faut savoir bien s'en servir. Parce que recréer un mail, par exemple, avec ChatGPT, vous l'avez tous vu, je pense, qu'il va mettre des adjectifs partout, il va mettre des fleurs partout. Enfin bref, on le sent, on le voit qu'il y a du ChatGPT derrière. Donc il y a une méthode quand même pour arriver à conditionner, à contraindre cette IA pour qu'elle écrive comme vous. Pardon. Donc on peut faire pas mal de choses, on peut générer des documents, de la vidéo, du son, etc. Ça, je vais laisser justement mes successeurs en parler après. Moi, je vais rester vraiment sur la partie générative, mais je vais vous montrer principalement deux outils qui vont être ChatGPT pour rester dans ce que tout le monde connaît et NotebookLM pour ceux qui connaissent aussi, c'est quand même un truc de dingue. Donc oui, comme quand j'étais en train de vous dire, l'IA sans méthode, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'elle va pas faire votre boulot à votre place, ça rassurez-vous, elle va pas vous remplacer, parce que si vous avez aucune connaissance de votre propre métier, eh bien, elle en saura finalement pas plus. L'exemple là que j'ai mis, c'est analyse ce devis. Voilà. Si vous demandez à ChatGPT d'analyser un devis, vous allez avoir une réponse aléatoire. Voilà, il va vous analyser comme quoi il reste, j'en sais rien, la description est pas top, que la TVA machin, mais voilà. Par contre, si vous lui demandez d'analyser le devis comme vous le faites, voilà, analyser les unités, les quantités, la TVA, détecter les oublis, est-ce que certains points méritent, j'en sais rien, avoir un croquis, des incohérences, est-ce que il y a des prix qui sont plus ou moins bas. Ça va être votre regard qui va devoir justement orienter l'IA. Parce que sinon, elle pourra vous pondre n'importe quoi. Vous avez tous entendu parler aussi des hallucinations. D'accord? ChatGPT, il faut jamais le croire à 100%. Même s'il fait beaucoup de progrès, il peut dire encore pas mal de bêtises. Donc ça, il faut toujours prendre les réponses de ChatGPT avec des pincettes. Donc, meilleure sera votre analyse et votre, comment dire, pas plutôt votre analyse, mais votre expertise dans votre métier, meilleure l'IA sera un allié pour vous, quoi. C'est pas très bien dit, mais je pense que vous avez compris. Je vais vous expliquer maintenant un des premiers outils que j'utilise. Alors, je sais pas, là, moi, je me vois pas trop, mais je vous le montre quand même. Ici, là, j'ai dans la main un petit appareil. Tac. Ici, ça s'appelle un Plaude. Voilà. Euh, c'est un petit outil qui permet d'enregistrer les réunions, un dictaphone, on va dire ça comme ça, avec dedans la possibilité justement d'y mettre de l'intelligence artificielle. Le but derrière tout ça, c'est de pouvoir capitaliser des informations. Alors moi aujourd'hui, j'enregistre absolument tous mes rendez-vous avec mes clients, avec leur validation, toujours. D'ailleurs, ça, n'enregistrez jamais hein, dans le dos de vos clients. Moi, ils sont au courant que je le fais et il n'y a aucun souci. Ils savent la manière dont j'utilise. Et d'ailleurs, un petit tips, dès que vous enregistrez, vous leur demandez à chaque fois, est-ce que vous êtes d'accord pour enregistrer? Oui, oui, c'est bon, vous pouvez le garder et vous pouvez vous en servir un peu, pas comme bon vous semble, mais vous pouvez le capitaliser. Ça a une vraie valeur, même juridique, j'ai envie de dire. Euh, et ça, en gros, ça me permet aujourd'hui, ça c'est le site de Plaude, ça me permet aujourd'hui d'aller justement capitaliser tous mes rendez-vous.
Donc là, on peut voir, ça c'est toute la retranscription de ce qu'on s'est dit. Là, il y a un résumé qu'on peut aller chercher. L'IA peut, justement, si vous lui demandez d'avoir un compte rendu d'une manière ou d'une autre, il peut vous le produire. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir la transcription. Et je vais vous montrer des exemples concrets après de ce que je peux en faire. Parce que c'est ça toute la vraie valeur là-dedans. C'est tout le contexte de la discussion qui va vous éviter à expliquer à l'IA finalement toutes les informations autour d'un contexte pour qu'il soit le plus précis possible. Plusieurs exemples. Les comptes rendus de chantier, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je détestais faire aussi. Il y avait 2 points bien négatifs autour de ça. C'était justement le fait que ça soit long à faire. Ça me prenait entre 2 et 3 heures par semaine, puisque j'avais une réunion par semaine. Donc c'était long à faire, c'est un truc que j'aimais pas faire. Et en plus, c'était pas lu. Voilà, ça doit parler à peu près à tout le monde. Les entreprises qui arrivent sur le chantier, ah non, j'ai pas lu le chantier. J'ai pas lu le compte rendu de chantier. Super. Comme si on perdait pas assez de temps pour ça. Mais il y avait quand même des informations importantes dedans. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, eh bien justement, je ne le fais plus. Voilà, aujourd'hui, j'enregistre les réunions de chantier avec les entreprises, avec leur validation. S'ils ne le veulent pas, c'est pas grave. Je relis mes notes et je les enregistre dans mon Upload après dans la voiture, une fois que pour pas perdre vraiment toutes les informations à chaud. Une fois arrivé au bureau, le compte rendu a déjà été fait parce que je lui ai demandé de me faire un compte rendu d'une telle forme, comme je le souhaitais, par artisan, par localisation, avec les tâches à faire par artisan. Et je lui ai demandé aussi à chaque fois de me produire à la fin du compte rendu un petit texte. C'est le texte que je vais copier-coller dans le corps de mail pour l'envoi du compte rendu. Et donc, dedans, je lui ai demandé plusieurs informations, c'est-à-dire qu'il me fasse un court résumé pour chaque entreprise pour que ça leur donne un petit peu envie de lire le compte rendu. D'accord. Donc, par exemple, il va y avoir entreprise X. Allez voir le compte rendu, il y a quelque chose qui vous concerne suivant la menuiserie extérieure. Voilà. Et en plus, je lui demande de me calculer finalement le temps de lecture par entreprise. Donc l'IA, elle va calculer en fonction du nombre de mots le temps de lecture. Donc, généralement, il y a maintenant 30 secondes, 45 secondes derrière chacune entreprise. Et bah, croyez-le pas, les entreprises m'ont presque engueulé en me disant que maintenant, elles étaient presque obligées de lire parce que bah, si elles n'avaient pas 30 secondes à m'accorder, c'était pas terrible. Bref. Donc derrière, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon boulot. C'est-à-dire, j'ai donné la bonne information au bon interlocuteur au bon moment. Voilà. Merci l'IA et ça m'a fait gagner du temps. Donc sur les 2 heures que je prenais avant pour faire un compte rendu de chantier, maintenant j'en ai 1h45 de gagné. Parce que j'ai toujours un quart d'heure de relecture, de correction, toujours relire et jamais prendre pour acquis, ou en tout cas pour un document fini ce que donne l'IA. Il y a toujours des bêtises dedans, ou en tout cas ça peut être été mal interprété, donc toujours relire. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va vous plaire. C'est cette méthode en tout cas, c'est un nouveau document maintenant que j'ai mis en place au niveau de mes clients. C'est de pouvoir leur illustrer, voilà, par l'image, quelque chose. Et aujourd'hui, justement, un outil qui est très fort comme ça pour produire de l'image facilement, bah, l'intelligence artificielle bien sûr, mais là je vais vous orienter sur un outil particulier de chez Google. Donc c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Gemini. Et on va dire ils ont développé un outil qui s'appelle Notebook LM. Et Notebook LM, ça se présente comme ça. C'est une page avec différents... Alors ils appellent ça des notebooks justement. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà pas mal. Et moi maintenant, j'en ai un par client. Et dedans, on peut demander pas mal de choses. Par exemple, là, vous voyez sur la gauche, vous pouvez mettre tous vos documents. Vous avez juste à cliquer ici, ajouter des sources. Vous pouvez mettre des sources, vous pouvez faire des recherches. Mais bref, dans mon cas, c'est déposer vos sources. Moi, j'ai toutes mes retranscriptions. D'accord.
de chacun de mes rendez-vous que j'ai mis ici. On peut discuter avec. Par exemple, je pourrais très bien lui demander ici quelle est la date du prochain rendez-vous parce que je l'ai peut-être oublié. Et je sais que dans mon rendez-vous, je fais toujours un point avec le client pour savoir ce qui a été dit. Mais le plus important, c'est sur la droite. La droite, vous avez différents boutons qui vous permettent d'éditer, on va dire, différents types de documents, des résumés audio, type podcast, je vais vous en faire écouter un. Vous pouvez créer des diaporamas, là c'est la présentation, des vidéos. Alors c'est encore aujourd'hui normalement des diaporamas avec finalement un podcast par-dessus, mais ça devrait pas mal évoluer pour que ça soit vraiment des vidéos. On peut faire des cartes mentales, des rapports, des fiches d'apprentissage, des infographies, ce qui est aussi pas mal. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est ce type de document. Après un rendez-vous, j'envoie ce type de document. Alors, est-ce que je me trompe pas? Ouais. Voilà. Après un rendez-vous, c'est ça. Moi, j'ai créé. Alors, j'ai bien prompté pour justement avoir ce type de document pour illustrer ce que le client et ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous. Voilà, ça permet d'expliquer. Voilà, là, je parlais de déphasage thermique avec la toiture, avec un bon isolant, ce qui permet qu'il fasse mieux comprendre la totalité de tout ce que j'ai pu lui dire. Là, je vais parler de la VMC, où est-ce qu'on allait les mettre dans les combles. On parlait bien sûr d'une histoire d'une cloison qui pouvait être détruite, mais il fallait faire attention à l'acoustique, etc. Et il y avait un truc qui était pas mal aussi, c'est que pour cette cliente-là, c'est un couple franco-turc et lui est turc. Donc je lui ai produit aussi un document en turc. Et autant vous dire qu'il a adoré. Donc un outil qui peut permettre justement d'illustrer ce genre de propos et ça permet de capitaliser. Un autre, une autre type d'utilisation qui plaît bien aussi, c'est pour expliquer des devis. Illustrer des devis, c'est-à-dire là sur un projet où il devait y avoir pour une ouverture d'une fenêtre en porte, d'avoir justement l'intégration d'un tuyau dans le sol. Et l'entreprise m'avait dit il y allait avoir une sorte de petit purgeur à mettre. Je comprenais pas grand-chose, je savais pas comment l'illustrer. J'ai produit ce document, les clients ont tout de suite compris, ils ont lâché, ils ont dit ok, on a compris, c'est très bien. Bref, un autre exemple de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle assez facilement. Euh, et surtout sur la base d'une discussion, d'un rendez-vous. Là, c'était sur la base simplement d'un devis. Donc, j'ai pas passé, voilà, c'est un copier-coller d'un prompt et hop, c'est envoyé. Donc, notre book LM, c'est ce que j'étais en train de vous montrer, justement. On peut faire pas mal de choses et ça, c'est un gain de communication juste génial pour le client. Je vous avais dit aussi que ça pouvait créer des podcasts. Je vais juste vous en faire écouter un peu pour vous rendiez compte à quoi ça ressemble. Bref, je ne vais pas aller plus loin, mais vous pouvez aussi, bien sûr, orienter ce podcast en fonction du sujet que vous voulez aborder. Et ça peut avoir des utilités. Je vais vous donner un autre exemple. Une analyse de PLU. Voilà. Ça, l'analyse de PLU, pour moi, c'était une vraie prestation. Voilà. Parce que c'est long à faire, il y a beaucoup d'informations dedans, c'est interprétable. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner la zone du PLU qui m'intéresse pour un projet, pour aller à un rendez-vous client. Donc, je le mets là-dedans. Je peux l'interroger directement ici. Par exemple, quelle hauteur à ne pas dépasser? Là, il m'avait justement répondu. Voilà. Et surtout, il va venir vous donner les informations précises en cliquant sur les petites puces. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là, il y a un petit 1, petit 2, petit 3. Et en cliquant dessus, il va aller vous sélectionner le passage de pourquoi il vous a répondu ça. Donc, vous pouvez tout de suite vérifier la source. Voilà. Comme quoi, voilà, même ici, il peut encore halluciner, mais beaucoup moins parce que vous pouvez vérifier directement si ce qu'il dit, c'est vrai.
Et donc ici, bah, ça peut permettre pas mal de choses. Là, je vous ai créé une petite infographie qui permettait de résumer finalement les grandes lignes de ce PLU. Voilà, là, ça parlait justement de la hauteur à s'intégrer avec le bâti, ça parlait d'une harmonie, des matériaux, etc. Mais surtout, moi, ça m'a permis aussi, avec cet audio, de pouvoir appréhender. Je savais très bien en arrivant, pendant 20 minutes, voilà, en voiture, j'ai écouté ce podcast et je savais où je mettais les pieds. Voilà. Dedans, il m'a dit les grandes lignes de attention, vous pouvez pas dépasser plus, les matériaux, ça va être ça, il y a un vrai intérêt patrimonial ici, etc. Donc, je ne viens plus les mains dans les poches et surtout, pendant le rendez-vous, s'il y a des questions sur le PLU, et ben moi j'ouvre directement ma petite page ici avec le client et j'interroge le PLU par l'intelligence artificielle. Et ça, le client généralement, il est quand même assez ravi de voir cette réactivité dessus. Et pas dire ah bah ça, il faut que j'étudie le PLU, je verrai ça plus tard. Donc aujourd'hui, des assistants, j'en ai créé. Là, les plus de 100, ils sont bien dépassés. On peut faire plein de choses. Voilà. On peut analyser des devis, extraire des métriques, analyser des appels d'offres, créer des mémoires techniques. Bref, il suffit d'avoir un besoin et l'IA peut peut-être. Je dis pas que c'est la solution à tout, hein, mais elle peut vraiment jouer un rôle intéressant dans des cas bien spécifiques. Euh, je vais maintenant vous en proposer deux, trois petites expériences. Euh, voilà, ça c'est un exemple de ce que j'ai pu créer pour les artisans et entreprises du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pareil, j'ai fait le constat que quand je commence à consulter des artisans et des entreprises, eh bien, j'ai deux soucis. Déjà, le temps de réponse, voilà, qui peut varier entre un mois et 3 mois, j'en sais rien. Et et je peux avoir aussi des réponses hyper, on va dire, à côté de la plaque, quoi. Il manque la moitié de ce que j'attendais par entreprise. Donc c'était une perte de temps et il fallait que je trouve une solution. Alors, il faut peut-être dire aussi que je ne donne pas un descriptif aux clients. Voilà, moi je suis spécialisé dans le marché privé, d'accord. Et surtout, dans notre méthodologie avec notre groupement Instant T, on a justement cette étape de pré-consultation, c'est-à-dire on va commencer à consulter et à sélectionner les bonnes entreprises. Et c'est une fois on les aura sélectionnés qu'on pourra vraiment pousser leur devis et du coup le descriptif un peu plus loin. Donc, première étape, c'est, là pour le coup, ça va vraiment être un projet. J'ai développé ça pour les entreprises. Un assistant dans lequel je lui ai donné bien sûr des instructions, mais surtout des documents à l'intérieur. Je lui ai donné des plans, les plans du projet, et je lui ai donné une sorte de petit descriptif, un programme de ce que le client veut à l'intérieur. Il y a 3 boutons là que vous pouvez voir. L'assistant permet de faire ça. Le premier, c'est fais-moi un résumé du projet. Donc on va commencer directement par ça, parce que je trouve que les artisans, quand on leur demande, ils n'ont pas une vision globale du projet. Donc en faisant ça, vous avez vu que le prompt, il est absolument minimaliste, et parce qu'il répond déjà aux instructions qu'il a à l'intérieur on va dire de ses entrailles, quoi. C'est comme ça que je l'ai programmé. Donc là, il va me faire dans un premier temps une description complète de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là, il est en train d'identifier les lots et il les organise de la manière dont je lui ai demandé. Voilà, un budget de 350 000, des points techniques, etc. Donc ça lui permet dans un premier temps d'avoir cette vision globale. Le deuxième, alors là c'était pour éviter de le faire réfléchir trop, je lui ai demandé directement, je veux préparer mon devis maintenant, je suis menuisier. Et là de la même manière, il m'a répondu avec justement une sorte de descriptif quantitatif avec tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. Il a déjà, rien que pour lui, sélectionné parmi toute ma base de données l'ensemble de ces documents. Donc, là, autant vous dire que ça a répondu à deux problématiques. Au niveau du temps, alors, encore une fois, il faut que les entreprises jouent le jeu. Mais celles qui jouent le jeu,
en une semaine, même pas. Il y en a une en 2 jours, elle m'avait renvoyé un devis et qui était bien plus exhaustif que la normale. Donc je gagne du temps et de la qualité dans les réponses. Et ça, pour le coup, j'en suis ravi. Euh, je regarde le temps, 35. Je continue encore un petit peu. Ça, c'est un autre assistant que j'ai créé, qui va me permettre finalement vraiment pour le coup, je le vois comme un assistant. Alors LCA, c'est un langage qu'on a dans notre groupement, c'est vraiment dans notre première mission de conception. Mais ne vous arrêtez pas au titre. Là, comme vous pouvez voir, il y a toujours un bouton comment utiliser cet assistant, parce que c'est un outil que j'ai partagé à certains membres de mon groupement Instant T. Et ici, ça va être justement sur cette façon-là, c'est de pouvoir questionner sur alors on l'appelle le topic, mais voilà, ça va être une sorte de lot, quoi. Et si je lui demande, par exemple, douche à l'italienne, tout simplement, si le client dit je veux une douche à l'italienne, ça veut dire 1000 trucs, il y a 1000 questions à se poser. Bon, lui, il va pouvoir nous aider. Et dans cet exemple-là, c'est de montrer, voilà, il va déjà commencer à refaire une description un peu plus exhaustive. Voilà, là, par exemple, il est parti sur une douche de plein pied comprenant receveur encastré sous forme, nanana. Et après, on va pouvoir parler. C'est-à-dire que rien que sur une douche, il va dire, il y a sensiblement tous ces corps de métiers qui vont arriver. Il y a peut-être des références à choisir, et donc là, il peut déjà nous en faire une première sélection avec différents trucs. Ça me permet avec le client de dire, mais vous aviez ça en tête, est-ce que la vite, vous aviez ça? S'il y a des questions à vérifier sur le site, s'il y a des sondages à faire, si il y a des besoins de croquis, et ça, moi, je trouve ça pas mal, c'est que s'il y a un croquis dans la globalité, oui, on peut faire un croquis, mais pour que le croquis soit pertinent, je lui ai demandé de bien mettre en valeur les différents informations à mettre dedans. On va dire, je suis un peu feignant, dans le bon sens du terme, mais au moins comme ça, je ne vais pas perdre la moindre information, surtout quand je suis là comme ça, bien pris avec les allergies, etc., où j'ai pas les idées bien claires. Eh bien lui, il va pouvoir m'assister et je vais rien oublier. Ça va me permettre aussi de faire une estimation budgétaire. Voilà, les prix sont assez cohérents, avec un budget minimum de 2500, ce qui en gros n'est pas déconnant, et avec d'autres analyses qui peuvent se mettre dedans. Par contre, vous avez bien compris que les prix là que vous avez en face, si vous avez aucune idée de quoi on parle, c'est pas pertinent. Donc il faut toujours avoir notre expertise derrière. Sinon, lui, il peut nous faire n'importe quoi. Donc lui, il peut nous installer, voilà, avec les pauses aux fabricants, les questions ouvertes à tous les acteurs, etc. Et surtout, à la fin, un affinage qui peut être proposé. C'est-à-dire qu'ici, là, il est en train de nous poser des questions, mais là, votre douche à l'italienne, c'est quoi? C'est dans du neuf? C'est sur un support béton, etc. Donc là, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là, et il va vous refaire finalement le même genre de réponse, là, c'est 20 chapitres, mais beaucoup plus précis parce qu'il aura un peu plus de contexte. Donc ça, c'est un outil qui est sympa. Et ça, allez, un dernier, c'est pour montrer aussi que ça peut lire des plans. D'accord. Et ça les analyse bien. Donc là, j'ai créé un assistant pour juste analyser des plans. Là, je lui ai donné un de mes plans. Alors, je vais vous montrer exactement à quoi c'est. C'est un plan assez basique, euh, où il y a quelques cotations quand même. Voilà. C'est bien, je zoome sur euthanasie, c'est sympa. C'était une clinique vétérinaire. Vous pouvez remarquer en bas que j'ai anonymisé aussi les informations du client. D'accord. Parce que faites gaffe justement à tout ce que vous mettez dans l'IA. Ça part généralement du côté de nos Américains préférés. Donc, vos données personnelles, ça vous regarde. Par contre, les données de vos clients, faites gaffe. Donc, dedans, pour revenir à ma petite analyse de plan, euh, ça me permet finalement, là, il m'a repéré finalement tout ce qu'il y avait dedans. Donc là, il m'a fait un tableau avec tous les métrés et je lui avais demandé justement de me calculer les périmètres, les hauteurs sous plafond, etc. Et donc après, il m'en a fait justement une sorte de petit descriptif par pièce en me disant des informations, par exemple, ici avec un point d'exclamation. S'il doit me calculer la surface des murs, il va le calculer bien sûr par
longueur au sol, mais il doit le faire par la hauteur. Et si la hauteur n'est pas renseignée sur le plan, comme c'était le cas avec les plans que je lui donnais, il est parti, c'est ce que je lui avais demandé, de partir sur une valeur de 2,50 m. Mais il doit me le dire. Comme ça, je saurais que dans mon projet, si on est à 4,50 m sous plafond, que les résultats sont pas bons. Et là, j'aurais juste à lui dire en bas, eh bien écoute, la hauteur sous plafond est de 4,50 m, donc j'ai besoin que tu me le mettes à jour. Voilà. Donc, très important, pour conclure, euh, faites gaffe. Faites gaffe, comme je vous le dis, faites gaffe. C'est pas parce que l'IA vous dit quelque chose que il a raison, déjà. Ok. Votre décennale, c'est vous qui allez la payer, c'est pas l'IA. D'accord? Donc si vous produisez un document que vous n'avez pas validé et où il y a des grosses bêtises dedans, il y a des histoires sur justement des DTU qui ont été inventés, etc. Et si vous en faites référence à des DTU qui sont inventés, ça va mal aller pour vous. Donc, c'est vous, c'est de votre responsabilité. Et donc, vraiment, en guise de conclusion, voilà, c'est un peu cette image de l'outil, de ce marteau. Voilà, vous pouvez planter un beau clou, faire un beau bâtiment, mais vous pouvez aussi vous le planter dans l'œil et ça peut faire des gros dégâts. Donc faites gaffe quand même à utiliser cet outil d'une manière pertinente, mais aussi contrôlée. J'ai l'habitude aussi de l'appeler un stagiaire, hein, cette intelligence artificielle. Vous ne donnerez jamais de responsabilité forte à un stagiaire. Donc un stagiaire, même s'il a, c'est un stagiaire boosté à l'IA, il est super sympa, il vous dit que vous faites des super trucs, vous êtes géniaux, vous êtes les génies de votre temps, ça reste un stagiaire et il peut faire beaucoup de bêtises. Donc voilà. Pour conclure, on va dire, l'IA, clairement, elle vous le remplacera pas. Par contre, faites gaffe, celui qui la maîtrisera, il le fera peut-être. Et faites gaffe, ça sera peut-être moi. Voilà Gaël, je te laisse la parole. Oui, un grand merci Arthur. Alors, tu as des questions évidemment dans l'onglet Q&R. Ah N'hésitez oui. pas à les poser à Arthur. Alors, pour Cyrine, vous utilisez quel type de scan? C'est un Leica, le BLK G2. Voilà. Quel scan sur quel logiciel de dessin pour Paul? Quel scan? Bah, à mon avis, c'est la même chose. Ça doit être ça. Mais sinon, mon logiciel de dessin, c'est Archicad. Manon, merci. Bah, merci à toi. Et Cyrine, merci aussi, qui me dit merci pour votre intervention, super intéressante. Merci Cyrine. Oui, tout à l'heure, en fait, il y a eu deux interventions, mais par rapport au podcast, hein, tu sais, il y a eu un problème de son, mais ça arrive très régulièrement, c'est-à-dire que, Ah, en fait, on n'entendait pas le podcast, mais je te demanderai pas, évidemment, de recommencer ah l'exercice, ok. tout simplement, un, parce que c'était court, et Hmm. deux, parce que je sais que sinon, il faut envoyer le lien et que chacun regarde le lien depuis l'extérieur. Non, et en plus, ils peuvent aller faire aussi le test assez facilement. C'est gratuit. Bien Bon, sûr. ensuite, c'est gratuit. Ensuite, il y a aussi cette vision responsable de l'IA. Voilà. On peut faire tout et n'importe quoi avec l'IA. Ça consomme de l'eau. Hein, voilà, c'est Oui. énergivore. Donc, tester l'IA, c'est bien. Ensuite, si c'est pour lui demander de faire des vidéos avec des petits chats sur des skateboards qui font des saltos arrière, ça va pas emmener très loin. Et c'est pas très bon pour la planète. Mais Oui, vous pouvez aller tester, c'est des super outils. ouais, Clément Gaillard a publié d'ailleurs un article ces derniers jours en indiquant quand même plus 9 degrés sur toutes les zones où il y avait effectivement les serveurs IA, hein. C'est pas rien, 9 degrés, hein. Ouais. Ok, alors je regarde Euh, encore. Cédric Cardin te remercie. Cédric te remercie. Ah, il y a une et question. spectateur anonyme. Alors, monsieur anonyme, tu fais des rendus dessins main avec l'IA. Euh, alors, ce que je t'ai montré tout à l'heure, oui, pour le coup, parce que j'ai demandé à l'IA d'illustrer nos rendez-vous avec on va dire, les moments importants qui ont été dits pendant le rendez-vous, mais surtout que ça reste du croquis. En fait, je pouvais très bien lui demander de me générer des photos ultra réalistes, mais là, ça, pour moi, c'était un danger. C'est-à-dire que
des photos ultra réalistes, ça peut être mal interprété et les clients peuvent demander, enfin, peut attendre que ça, il peut prendre ça pour argent comptant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc c'était ma manière de voir les choses, c'est-à-dire que les croquis en plus sont décorrélés totalement de la réalité du projet du client. C'est illustrer une idée. S'il y a une ouverture de mur porteur, je vais pas prendre la photo et qui m'intègre un croquis là-dessus. Non, je veux qu'il me fasse une sorte d'ouverture du mur porteur. Mais sinon, je continue. Je sais pas si c'était la bonne réponse, mais sinon je continue bien sûr à dessiner à la main à côté. Bon, ensuite, je suis un peu dessinateur à la main 2.0 puisque je dessine maintenant sur ma tablette avec une application qui s'appelle Morpholio Trace, qui est géniale, qui permet de mettre une échelle sur le dessin, de redessiner. Bref, c'est un outil super, mais voilà, je continue dans tous les cas à dessiner. La question de Eric Chavois. Tu n'as pas encore shifté sur Claude. Bien sûr. J'en ai pas parlé là parce qu'il y avait trop de choses à dire. Mais oui, Claude, c'est une tuerie. C'est encore l'étape du dessus. Mais il y a tellement à dire que voilà, il faut pas me lancer sur le sujet. Et ça fait partie finalement de formation que j'anime. Mais Claude, oui, oui, il y a un vrai sujet là-dessus et qui est passionnant. Et je pourrais en parler aussi pendant des heures, carrément. Je pense que j'ai fait le tour. Et Archie aussi, te dit Eric, hein, oui. Bah oui, 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 en archi aussi, ouais, ouais. Bah ensuite, c'est encore une fois, c'est trouver le besoin. Voilà, c'est encore une fois. Alors, tiens, bah, on va arriver là-dessus. Après, je te laisse l'antenne. Ça me permet, donc là, le petit Claude, j'en ai un qui peut se clipser. Donc, comme je vous ai dit, celui-là, il me permet d'enregistrer mes rendez-vous, donc de capter de l'information, mais il me sert aussi à capter mes idées. Et ça, pour moi, c'est vachement important. C'est-à-dire que, alors ensuite, voilà, je suis pas un taré à ce point-là, mais aujourd'hui, c'est dans des moments où il se passe rien, où je m'embête un peu. Voilà, tout le monde a dû ressentir ça au moins une fois dans sa vie. C'est sous la douche, voilà, on se shampooine et à un moment on fait putain, j'ai une idée là, ça y est, il fallait que j'envoie le mail, j'ai oublié dans les courses d'acheter des tomates, nanana. Bref, et ben c'est dans ces moments-là où notre cerveau il se passe pas grand-chose que des idées viennent. Donc pour moi, avoir des idées avec l'IA, arriver sur cette fameuse page de ChatGPT en se disant, il vous dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ben si t'as pas vraiment d'idées pertinentes à lui poser, bah, tu as deux solutions. Soit tu vas brainstormer tout seul ou avec ton équipe pour trouver des idées pertinentes à développer pour ton business, soit feignant comme je suis, que ces idées viennent plutôt naturellement, sans trop d'efforts. Et donc aujourd'hui, alors c'est pas que j'ai organisé ma vie autour de ça, mais par exemple quand je vais courir, avant j'y allais avec des écouteurs, des machins et tout. Maintenant j'y vais juste avec mon Claude et je sais que dans une grande ligne droite, je vais finir par mon cerveau il va finir par se partir un peu comme ça et il y a une idée. Ensuite, je te raconte pas l'audio, ce que c'est là-dedans, c'est j'ai une idée pour une heure d'artisan. Mais lui, derrière, il me fait la transcription, je le mets par l'IA, et il me traite l'idée, et je développe l'outil. Et d'ailleurs, un des outils que je vous ai montré tout à l'heure pour aider une entreprise à faire son devis avec l'IA, eh ben, c'est venu, il y a de grandes chances que ça soit venu pendant un petit run à côté de chez moi. Voilà. Un grand merci, Arthur Beck, sachant que vous pouvez bien évidemment, même si la webconférence n'est absolument pas terminée, que nous allons laisser la parole à Amaury Dubois, bien sûr, vous pouvez aussi poser des questions dans ce fameux onglet QR qui concernerait plutôt l'intervention d'Arthur. Ah, oui, non, Arthur, effectivement, tu as de nombreux Et une, remerciements. Sympa. Et il y a une dernière question pour Isabelle. Donc mon Claude, ça c'est le Note Pro. Et j'ai aussi le Note Pin. Voilà, qui est dedans. Et je suis d'ailleurs, je sais même pas si ça a besoin de le dire, mais je suis bêta-testeur chez eux. Ça fait classe. C'est parfait. Oui, Voilà. c'est classe. Quel honneur. Un grand merci Arthur, d'autant que tu étais malade et que, bon, je sais que quand on a la gorge un peu attaquée et les poumons, c'est toujours difficile de continuer. Un grand merci. Amaury Dubois, Yes, hello, hello, bonjour. bonsoir Amaury, on change d'environnement, donc là, tu vas plutôt nous parler Exactement. des visuels, je vais m'éclipser, je te laisse bien évidemment la parole et je te dis à très vite.
Ok, merci Gaël. Alors du coup, là, mon écran est partagé, comme vous pouvez le voir. Enchanté tout le monde. Je regarde en même temps directement le chat à droite. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amaury Dubois. Je suis formateur en intelligence artificielle spécialisé dans tout ce qui est images, vidéo, upscaler, système, etc. J'accompagne maintenant depuis 2023 des créatifs, des designers, des architectes à implémenter dans leur agence, dans leur studio, directement l'intelligence artificielle, que ce soit en images, en méthode, etc. Et aujourd'hui, salut Eric. Et aujourd'hui, ce que je vous propose un petit peu comme titre, c'est le prompt, l'architecture invisible. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, bien sûr, on parle forcément de prompt. Parce que sachez, et vous devez sûrement le savoir, le prompt, c'est tout simplement la manière dont on communique avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va axer tout ça sur l'image et ce qu'on peut en faire, avec du coup aussi vers la fin des petites nouveautés 2026 sur des nouveaux process, notamment en architecture. Mais on va commencer doucement. Je vais vous partager aussi du contenu. Donc, prenez bien note si jamais vous avez une feuille, un stylo ou page Word à côté. Je vais vous partager notamment ma méthode de prompt qui est assez efficace, je trouve. Donc, le prompt. On revient juste un moment sur le prompt. Le prompt, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, la manière dont on communique avec l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous permet de formuler une demande, d'obtenir et de générer des directives et d'obtenir bien sûr un résultat avec plus ou moins des instructions. Donc dans le cadre de l'architecture, il ne sert pas juste à générer une image, il sert vraiment à structurer une intention et encore plus en 2026. Parce que derrière chaque génération, derrière chaque image, derrière chaque vidéo, il y a une structure, il y a une logique et il y a une manière d'organiser l'information. Et c'est pour ça que je parle ici du prompt, l'architecture invisible. Parce que comme en architecture, il y a des fondations, il y a des couches, il y a des strates qui forment un ensemble cohérent. OK ? Dans un prompt, on va retrouver bien sûr, c'est exactement cette même logique. Sauf qu'on ne construit pas avec de la matière, on va construire avec du langage. Et ces différentes strates, ces différentes manières de structurer l'information et de donner des directions pour une génération. OK ? J'espère que vous aimez un petit peu cette confrontation, ce petit pont que je fais avec l'architecture parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc, pour vous dire et pour vous faire un petit rappel, c'est justement ce qui va faire toute la différence entre un résultat approximatif et un résultat qui est maîtrisé, en maîtrisant toujours cette architecture de prompt qu'on verra juste après. Donc, pour clôturer un petit peu cette introduction, ici, on va parler du prompt et de l'architecture invisible avec des méthodes. Mais avant du coup d'entamer un petit peu cette méthodologie, j'aimerais quand même vous parler d'éléments assez importants. C'est les modèles. Donc, je pense qu'ici, vous allez en reconnaître deux, trois, me semble-t-il. Et je vous ai mis en gras, bien sûr, les modèles que j'estime qui sont vraiment super intéressants dans notre domaine. Parce qu'avant quand même de rentrer dans la méthode de prompt, avant de rentrer un petit peu dans la théorie, avant de passer ensuite aux exemples, j'aimerais faire un tour quand même assez rapide de cet arbre un petit peu de modèles, parce que c'est quand même important de comprendre une chose, tous les modèles ne font pas la même chose, et surtout, tous les modèles ont certaines forces pour différentes applications. Et bien sûr, ici, comme je le rappelle, je vous ai mis un petit panel de ce que j'utilise tous les jours. Et on va retrouver bien sûr en premier Midjourney. Pour toutes celles et ceux qui connaissent Midjourney, ils ont fait une mise à jour en V8 dernièrement, où du coup on doit avoir plus de contrôle pour avoir une meilleure génération. On va retrouver aussi Flux de Pro, on va retrouver Seedream, on va retrouver Google Imagen, GPT-4 1.5, etc. Donc tout ça, c'est des modèles d'image gène. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que certains modèles se démarquent particulièrement plutôt bien dans certains usages. Maintenant, je ne vais pas du coup vous dire que Mystic 2.5, il est incroyable ou idéogramme.
moi, je vais vous dire que Nano Banana 2 et Nano Banana Pro restent et sont extrêmement exploitables dans notre domaine, dans l'architecture et du design. On est dans la génération simple d'images, on est dans l'assemblage d'images, on est dans l'édition, dans l'itération, dans la composition, dans la restylisation même, changement d'ambiance, etc. Nano Banana 2 et Pro, ensuite, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je vous ai mis quand même ChatGPT 1.5 en gras. OK, parce que sachez que ChatGPT, voilà, on peut écrire, on peut formuler des textes, on peut faire des rédactions, des corrections, mais on peut aussi faire de la génération d'images. Et avec la 1.5, eh ben, on va pouvoir faire aussi un petit peu ce que fait Nano Banana. En moins bien, certes, mais on va pouvoir le faire. OK? Donc, sachez pour toutes celles et ceux qui ont GPT Images, un abonnement GPT Plus ou Pro, vous allez pouvoir aussi faire des générations qui, du coup, s'apparentent un peu à Nano Banana 2. Et j'ai des exemples à vous montrer. Et j'ai notamment une belle conclusion après sur ce modèle-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise chaque modèle pour ce qu'il fait de mieux. OK? Donc, moi, pour vous dire, personnellement, Nano Banana 2 et Pro, je l'utilise tous les jours. GPT Image 1.5, je l'utilise de manière un petit peu locale pour des close-up, pour des éléments un peu plus rapprochés. Mais voilà, on va dire 90% du temps, Nano Banana 2 et Pro me génèrent des images assez incroyables. Donc ça, c'est un petit peu pour les modèles que j'utilise au quotidien. OK? Ensuite, on va arriver un petit peu à la part théorique. OK? Et avant d'entamer cette part théorique, j'aimerais du coup vous spécifier un élément super important qui est maîtriser l'art du prompt. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, le vrai pouvoir se trouve dans le prompt, c'est-à-dire la manière comment on va formuler notre demande. On ne va pas dire juste, comme je l'ai spécifié à l'écran, fais-moi une image ou génère-moi une vidéo. On va générer du coup une méthode de prompt avec des éléments bien précis, qui est une langue à part entière, avec une hiérarchie, avec des niveaux de précision. Donc, maîtriser l'art du prompt, c'est apprendre à parler cette langue. OK? Ensuite, il y a deux manières de prompter. Donc là, je reviens juste un moment, toujours encore sur cette part théorique. Il y a deux manières de prompter. Une première manière où vous n'allez pas avoir d'image de référence. C'est une première manière où vous allez générer un prompt, écrire un prompt, l'intégrer dans un modèle d'intelligence artificielle pour avoir une image de sortie. OK? Ensuite, on va avoir une deuxième manière qui est du coup des images de référence et ensuite prompter des assemblages, des compositions, des sketchs tout rendus ultra réalistes. Et ça, c'est une autre manière de prompter qui est beaucoup plus light. OK? Parce que quand on part de sans images, on va devoir tout poser, le cadre, le sujet, etc., etc. Sachez que quand je parle de sans images, on part de zéro, tout doit passer par les mots et leur ordre. C'est surtout pour des modèles comme Midjourney V7, V8 ou même Rêve ou même d'autres du coup qui peuvent être super performants en termes de génération d'images, mais c'est plus ou moins pour Midjourney V7 et V8. Avec image, c'est plutôt pour Nano Banana 2, Nano Banana Pro et GPT Image 1.5 avec bien sûr Flux 2 aussi qui marche plutôt bien pour ce type de génération. Ensuite, je vais vous partager ici ma méthode de prompt. C'est celle que j'utilise pour vous dire pour toutes mes générations, que ce soit quand j'ai débuté avec ChatGPT 4 images jusqu'à maintenant 1.5 images. Quand j'ai débuté, c'était normalement le 2 septembre 2025, la sortie de Nano Banana. J'ai débuté du coup aussi avec cette méthode de prompt. Et cette méthode de prompt, elle est universelle et je l'emploie pour Midjourney, Nano Banana. Je l'emploie notamment pour GPT, pour Ideogram, pour l'entièreté des modèles que vous avez pu voir affichés à votre écran en page 2. Donc cette méthode, en fait, elle se base sur une hiérarchie que je respecte, toujours. Type de plan. Donc là, qu'est-ce que je précise dans type de plan? C'est tout ce qui est vue frontale, vue en coupe, plan aérien, perspective, isométrie, vue intérieure grand angle, vue fisheye, etc. Là, je me place tout de suite à la place d'un photographe. OK? Super important. Ensuite, on va rappeler potentiellement le sujet. Donc, ça peut être un immeuble style brutaliste, béton brut, façade en verre, villa minimaliste, intérieur haussmannien, etc., etc. Détails et matériaux, voilà, qu'est-ce qui compose un petit peu
la matière, qu'est-ce qu'on a comme détail, est-ce qu'on a des ornements, est-ce qu'on va avoir des fleurs, etc. Ensuite, il y a un élément que j'ai rajouté dans ma méthode que je n'avais pas avant. Cet élément, c'est mouvement et action. Cet élément mouvement et action, c'est pour moi un petit peu la narration de l'architecture. Je ne génère pas une image figée, j'essaye de générer des personnages, de faire vivre du coup une scène de la vie de tous les jours à travers ma génération. Okay, c'est comme si on prenait du coup une prise de vue, voilà, sur un instant T où il y a des éléments qui bougent, il y a une voiture qui passe en motion blur, etc. Et ce mouvement et action, je vais le répercuter directement juste après sujet et détails distinctifs. Ensuite, bien sûr, on va avoir le contexte. Centre-ville dense, environnement désertique, quartier résidentiel, paysage montagneux, etc. Bien sûr, une fois qu'on a posé le contexte, on va tout de suite avoir avec la suite lumière et ambiance. Ça, c'est naturel. On va avoir tout ce qui est lumière dorée, ambiance de fin de journée, crépuscule, etc., etc. Ça, je le mets toujours à la suite du contexte. Ensuite, il y a un élément assez important dans la méthode de prompt, et notamment qui vient se greffer un petit peu à la fin, c'est les effets et les styles visuels. Ici, on va pouvoir préciser rendu ultra réaliste, effets cinématographiques, ultra détaillé, esthétique poussée du coup dans les détails, etc. Vous allez même pouvoir mettre des pellicules de caméra, vous allez pouvoir mettre aussi des effets de noir et blanc, vous allez pouvoir mettre des spécificités techniques d'objectifs, etc. que Nano Banana 2 et Pro vont pouvoir du coup comprendre et interpréter dans les futures générations. Et c'est là aussi ce qui en fait toute la beauté de ce modèle-là. Ensuite, super important, là je tenais quand même à vous le signaler, c'est un élément très important, c'est les contraintes, exclusion et maintien. Ça, c'est super important quand vous voulez faire de l'édition d'images. Okay, par exemple, imaginez, je mets du coup une image que j'ai générée avec une saison. Okay, et par exemple, j'ai une variante que je souhaite faire avec cette vue ici, que je mets dans Nano Banana, et je prompt pour changer de saison. La caméra va rester en théorie, mais elle peut sauter. Des fois, ça m'est déjà arrivé que la caméra saute et change de prise de vue. Qu'est-ce que je fais? Maintiens la prise de vue. Conserve l'angle, conserve la capture, conserve les éléments que je souhaite conserver. Si à un moment, du coup, la caméra bouge, j'ai une perte dans la consistance, j'ai un élément qui vient se rajouter, etc. Les contraintes et les exclusions, c'est super important quand vous utilisez Nano Banana 2 Pro et notamment quand vous utilisez, par exemple, des modèles d'intelligence artificielle pour générer de la vidéo. Okay, ça aussi, c'est super important. Donc ça, voilà, pour vous dire et pour conclure un petit peu cette… Si, Eric, ça vient juste après, c'est juste du coup cette petite part théorique que voilà, j'aimerais surtout vous partager parce que c'est méga important. Je tiens quand même à vous rappeler que voilà, certes, la génération d'images, ça dépend d'un modèle, mais ça dépend aussi beaucoup de votre prompt. Okay, moi, ça m'est déjà arrivé voilà, d'avoir des résultats qui diffèrent d'un élément à l'autre parce que le prompt n'était pas bien construit. Et une fois qu'on le rehausse, qu'on le booste avec des éléments de maintien, etc., eh ben, vous allez avoir des résultats qui vont être du coup mieux maîtrisés. Okay, je finis encore là-dessus et après on passe sur des visuels. Il y a la hiérarchie aussi qui est assez importante. Ici, comme vous pouvez le voir, on a type de plan, sujet, mouvement, contexte, lumière, etc. Si vous voulez renforcer un élément dans votre prompt, vous allez pouvoir, par exemple, prendre effet et style visuel et le rehausser en deuxième position pour avoir plus de persistance dans la génération, plus de présence. Et ça, c'est possible quand vous voulez, par exemple, renforcer un élément dans la génération. Vous le prenez, vous le rehaussez au-dessus. Maintenant, je viens juste finaliser un petit peu cette parenthèse et on va attaquer directement aux exemples. Mais avant ça, je tenais quand même à vous partager aussi les interfaces que j'utilise et on va, je pense, en revenir juste après parce qu'en fait, voilà, vous vous demandez sûrement, en tant qu'architecte, il y a énormément d'interfaces qui sont disponibles sur le marché. Je vais vous montrer celles que j'utilise, celles que notamment d'autres archis ou d'autres personnes comme moi utilisent, qui est très complète et vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous mets déjà à l'écran les mainstream, celles qui sont du coup top tendance, si je puis dire, et
c'est celle où vous allez retrouver aussi Nano Banana. Il y a Gemini, FreePic, Xfield et Crea. Je vais juste, bien sûr, revenir après sur l'une ou l'autre et pourquoi je l'utilise tous les jours au quotidien. Donc, premier exemple ici. Là, je vous montre Nano Banana. Ça, c'est une application que j'utilise énormément. C'est du coup 3D to Render. OK? Donc là, on est sur un type, comme vous pouvez le voir ici, on a le SketchUp, si je puis dire, le SketchUp avec une image de référence. Donc là, il faut se dire que j'ai pris cette image dans SketchUp de ma 3D, je l'ai mise du coup dans le modèle Nano Banana 2 et j'ai prompté transforme cette image 3D en image ultra réaliste, ajoute du coup un ciel un petit peu grisonnant, ajoute des reflets avec des flaques au sol, lumière artificielle un petit peu jaune à l'intérieur du bâtiment, etc. Et j'ai eu ce type de génération. J'ai fait du coup une autre itération avec le même prompt et je l'ai directement implémenté avec une nouvelle image de référence comme ceci que j'ai eu dans l'interface. Maintenant, je vous montre concrètement comment j'ai fait. Je vais ici dans l'interface de base de Nano Banana qui est Gemini 1, google.gemini.com. C'est l'interface de base. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai notamment fait mes premières générations. Donc concrètement, comment j'ai fait? Je vais prendre un croquis que je vais intégrer dans l'interface juste en bas ici, là comme vous pouvez le voir. Et ce croquis-là, je vous montre un, hop, ça va être celui-ci qui s'affiche à votre écran. OK. Je l'ai intégré dans l'interface. Je vais intégrer un prompt. Et ce prompt, c'est du coup une spécificité que j'emploie directement en amont. Transforme ce croquis en image ultra réaliste avec une qualité photographique d'architecture contemporaine. Après, je mets applique une architecture aux surfaces lisses et blanches, matériaux réalistes, enduits ou béton peint, présente de légères micro-imperfections, des variations subtiles de teintes. Et je rappelle toujours plein d'éléments, notamment pavés dalles extérieures avec texture fine, surface légèrement humide, adopte un ciel gris, ajoute de la profondeur et du réalisme, légère imperfection sur les surfaces. Là, c'est vraiment un prompt très complet où j'ajoute des matériaux et du coup, je renforce aussi ce côté un petit peu granuleux, ce petit côté un peu sale qu'on pouvait avoir aussi à travers une photo qu'on va pouvoir prendre directement. Et là, je clique sur créer une image et envoyer directement. OK? Pour vous dire, les prompts là, j'utilise un GPT qui s'appelle Nano Banana et qui me permet en fait de mettre directement en fait l'image dans le GPT et de dire transforme-moi cette image en image ultra réaliste et il va en fait vous formuler directement un prompt, ok, où vous allez pouvoir corriger certains éléments, où vous allez même pouvoir un peu dire regarde là la méthode n'est pas la bonne, je te donne la méthode du coup, que j'ai apprise aujourd'hui avec le live qui est prise de vue, sujet, contexte, etc. pour rappeler chaque fois les éléments un petit peu spécifiques. Et là, regardez, je passe directement de cette vue-là, donc de ce sketch, à directement une vue avec ce côté un petit peu humide qu'on va avoir au sol, ces éléments de la végétation, avec ces pavés, ce côté béton blanc, avec les vitres, avec ce reflet, etc. etc. Ça, c'est un rendu assez simple. OK? Je prends un prompt, je prends une image de référence, j'adopte ma méthodologie, je transforme parce que je veux transformer ce sketch en rendu ultra réaliste. OK? Donc, j'emploie cette terminologie de transformer, de passer d'un état à l'autre pour arriver à ce type de rendu. OK? Je reviens juste un moment. Donc, ça, c'est vraiment la technique que j'ai utilisée. Donc là, c'est un sketch, OK? Une 3D ici. Mais bien sûr, ça marche aussi avec un sketch. Ensuite, regardez, là, je vous partage aujourd'hui, vous êtes les premiers, sur une nouvelle méthodologie. Une méthodologie que j'emploie où je fais dialoguer des IA ensemble. Okay? Ici, regardez, je suis sur une 3D. Première image de référence. Toujours Nano Banana. Ici, deuxième image de référence, une image de style. Okay? C'est une image de style. Donc, première image de référence en 3D. Deuxième image, une image de style générée avec Midjourney. Comme ça, je vais contrôler la lumière, les matériaux, la végétation, etc. Je prends ces deux-là et je vais les fusionner directement dans Nano Banana pour transformer cette image en rendu réaliste en adoptant les caractéristiques techniques
et les spécificités, les effets, les matériaux directement de l'image que j'ai générée. OK ? Pour vous dire, vous allez avoir quand même des résultats en termes de qualité de rendu d'image qui vont être supérieurs à juste un prompt. OK ? Ici, c'est très simple le prompt. Transforme cette image, ce sketch, en rendu ultra réaliste et intègre, transpose les effets de l'image 2 en référence, en respectant la couleur, les matériaux, la lumière, le style esthétique, l'ambiance lumineuse. Et en fait, ça m'a généré directement cette image que vous voyez à droite. Pourquoi je tiens à vous dire ça, que c'est beaucoup mieux? Parce qu'en fait, quand vous donnez une image de référence, l'IA voit, l'IA interprète et transpose. Si vous allez lui donner des mots, peut-être vous allez avoir un rendu cohérent, mais avec une image de référence, l'IA arrivera à mieux mettre les effets. OK ? Maintenant, attention, c'est très utilisé quand vous avez de la profondeur, comme j'ai ici, avec une perspective avec beaucoup de profondeur. OK ? Si vous avez des close-up, des éléments assez rapprochés, etc., un prompt, ça marche. Un prompt, ça marche parce que là, ça demande quand même du taf de générer cette image sur Midjourney avec les couleurs. Il y a plein de choses à apprendre avec Midjourney. Je dis Midjourney, vous allez pouvoir, par exemple, prendre une photo, aller sur Pinterest. Peut-être vous avez une réalisation que vous avez effectuée, etc. Vous la prenez et vous essayez de transposer cette dernière sur un sketch, etc., pour voir un petit peu ce que l'IA peut vous générer. OK ? Et ça, c'est super intéressant quand vous faites du coup des générations avec une profondeur comme j'ai ici. Mais vous allez voir que j'ai encore mieux en termes de profondeur. Et je vais vous parler, alors ça va être un peu technique, mais c'est tout nouveau et c'est franchement super intéressant, hein. Donc ça, voilà, c'est pour Sketch to Render avec une image que j'ai générée avec une autre intelligence artificielle. OK ? Ensuite, bien sûr, hein, une fois que cette technique qu'on a vue juste avant marche, je prends un sketch, je prends une image de référence. Moi, je l'ai toujours généré avec Midjourney. Je vais pouvoir appliquer le style, de mon image de référence sur le sketch et je vais même pouvoir changer la saison tout en ayant la consistance de mon architecture. Et là, j'ai rajouté des matériaux, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal de changer la saison, de modifier des éléments, toujours avec Nano Banana. OK ? Maintenant, je vous donne encore un élément super technique pour toutes celles et ceux qui utilisent Nano Banana. Ici, du coup, on génère une image. OK ? Ensuite de cette image-là, vous allez pouvoir l'enregistrer, la mettre dans l'interface de Nano Banana, générer une variante, une deuxième image. OK ? Maintenant, pas plus. Si vous générez encore une nouvelle image que vous réimportez dans Nano Banana, vous enregistrez, vous réimportez, vous générez, vous allez perdre de la consistance et l'IA va lisser progressivement les matériaux, la cohérence, la structure, etc., etc. Moi, je suis à 2 générations max quand je transpose des générations que j'enregistre, que je réemploie, parce que sinon, après, vous allez avoir de la perte de consistance. Donc là, je parle un petit peu technique, mais c'est super important d'avoir cette notion en tête. Là, pour l'instant, on est sur du sketch to render. On est avec des images de référence et c'est plutôt sympa en termes de génération. Maintenant, regardez un moment, un autre élément qui est très sympa et que j'avais mis en place là. Du coup, c'est imaginer, vous avez un croquis. Regardez ici, j'ai un croquis, fait à la main. Spoiler alert, je l'ai généré, Un croquis fait à la main, très rapide. Ici, regardez, j'ai une architecture. Vous allez voir où je veux en venir. Ici, du coup, j'ai mon croquis. J'ai mon architecture vue de face. J'adapte le style artistique, le style esthétique à mon croquis. Regardez la végétation ici. On est bien du coup sur une végétation. On a bien ces éléments-là à droite. On a bien un petit peu ce feuillage, etc. Tout ça, je l'ai donné grâce à mon style de référence. Et regardez un moment, si je change l'angle. Regardez, la végétation reste aussi ici. Pourquoi ? Parce que je source toujours en amont avec une image de référence qui est mon image mère et je viens créer, on va dire, les enfants de cette image-là en ayant toujours l'image mère en consistance de style, de transposition d'éléments de matériaux, de végétation, que sais-je. Et ensuite, je change l'angle, toujours avec une réinterprétation de ce croquis-là, qu'on avait vu juste avant, avec une nouvelle prise de vue. Et cet angle-là, vous allez pouvoir ensuite, du coup, faire un petit peu comme bon vous semble pour vue en contre-plongée, vue en plongée, vue fisheye, etc., etc. Toujours
en ayant quand même cette image de référence pour que l'IA ait l'info principale de je pars de ce style, je pars de cette architecture, mais je vais changer d'angle. OK? Ça, c'est super important. Mon image, alors Eric, j'en profite un moment. Mon image générée ici, là, comme tu peux le voir, c'est une image générée avec Nano Banana. Juste une image générée avec Nano Banana, comme si je le ferais avec Midjourney. OK? Ça, c'était vraiment pour vous montrer cet exemple aujourd'hui. OK? Mais ça peut être une photo, ça peut être ce que tu veux, tu vois. Et tu vas adapter cette dernière à ton croquis, tu vas adapter cette dernière à ton rendu 3D sans texture. OK? Ensuite, regardez, ça c'est un élément assez technique, mais qui marche plutôt bien. C'est, regardez ici, j'ai du coup toujours un sketch 3D. Et là, regardez, j'ai une transposition de ce sketch, pardon, avec du coup un éloignement progressif. Et ça, en fait, c'est une technique que j'utilise pour toutes celles et ceux qui connaissent, c'est du compositing avec Nano Banana. Je génère le premier plan et je commence à m'éloigner en générant au fur et à mesure des éléments éloignés. Et ça, en fait, sachez et retenez une chose, ça, ce n'est que possible avec des images en style de référence. Quand vous allez prompter, par exemple, si vous prenez un prompt, OK, et que vous voulez transformer cette image-là en rendu ultra réaliste, Nano Banana, certes, est puissant, mais quand vous allez avoir de la profondeur, comme j'ai ici, le modèle ne suivra pas. Il y aura des grains, il y aura… Ah, on verra que c'est de la signature de Nano Banana. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait 3 jours que je suis là-dessus et j'ai réussi à avoir des résultats concluants en faisant des éléments de génération étape, par différents plans que je suis venu ensuite assembler. Et ça marche très, très bien pour ce type de génération. Parce qu'ici, je vais pouvoir contrôler les éléments dans mon architecture. Je vais pouvoir contrôler aussi la scène extérieure. Et c'est ça que je voulais vous parler. Tout sur Nano Banana, Eric. Tout sur Nano Banana avec ici image de référence, ici, bien sûr, c'est mon gabarit, OK, et avec énormément de styles de référence en image pour avoir la végétation comme tu peux le voir ici. OK? Mais ça, c'est une autre étape. C'est plus complexe. Il me faudrait 2-3 heures pour t'expliquer ça. OK? Mais c'est vraiment, tu vois, l'étape où tu vas pouvoir contrôler et avoir énormément de consistance et avoir une profondeur aussi dans ton image, etc., etc. Tu vois? Et ça, c'est avec des images de référence, comme je viens de te le montrer ici, tu vois, avec images de référence ici, mais il y en a beaucoup plus. OK? Il y en a beaucoup plus, etc. Ensuite, regardez, je vous montre encore une application qui est plutôt intéressante. C'est incruster un croquis dans une ouverture, OK, une ouverture, comme vous pouvez le voir ici. Ce croquis-là, cette ouverture-là, je l'ai signifié du coup avec un zoning en couleur, un zoning du coup en rose flashy. Et j'ai dit, transpose, intègre ce croquis dans l'élément rose. Et du coup, j'ai dit, upscale aussi l'ensemble et donne-moi un rendu ultra réaliste. Et regardez, j'ai une intégration contrôlée. Ici, moi, je vous parle vraiment de contrôler l'IA et non la subir. Et on la contrôle comment? L'IA connaît les couleurs, lit les couleurs, est plus visuel, OK, que si on allait prompter tout ça. Parce que regardez, je vous ai parlé ici avant des styles de référence avec les images. L'IA arrive à interpréter, à voir les styles, les couleurs pour réadapter. Et ici, c'est pareil, je viens faire un zoning de couleurs et je dis, le croquis, tu l'intègres dans le zoning coloré et ce croquis-là, tu le transformes en rendu ultra réaliste avec matériaux lisses, blancs, bois et une canopée du coup sur le 3e étage. Et une fois que cette intégration est faite, sachez que toujours avec Nano Banana, je ne quitte pas le modèle, je reste sur Nano Banana. Je vous dirai quand je quitterai le modèle. Je reste toujours sur Nano Banana et sachez qu'il y a aussi une manière où vous allez pouvoir upscaler avec Nano Banana. Il y a une fonction où vous allez pouvoir upscaler et harmoniser un petit peu l'ensemble. OK? Si vous voyez qu'il y a des éléments qui sautent, etc., etc. Je regarde mon nom Gilda. Le zoning marche bien en élévation comme ici, mais très mal quand on a une rue en perspective. Exactement. Moi, pour te dire, j'ai déjà eu des petits contrôles comme ça avec Nano Banana. Au bout d'une 20e génération, au bout d'un certain zoning employé, parce que tout ça peut différer
selon un petit peu si tu as de la pollution derrière, c'est-à-dire si tu as énormément d'éléments où du coup la couleur, par exemple si tu prends un vert, peut du coup se nuancer avec un autre vert. Il y a énormément de choses en fait où tu vas dépendre aussi de l'image que tu vas mettre dans l'interface. Moi, je le fais encore en reconstitution 3D. Il y a énormément de fonctions qui sont envisageables dans l'incrustation. Maintenant aussi, tout dépend de ton image. Par exemple, si tu prends, là je fais un pas de côté, mais si tu prends par exemple une image que tu as prise de Google Maps, il y a une méthode où tu dois absolument upscaler ton image de Google Maps avec Nano Banana pour avoir énormément d'infos sur ton image et pour augmenter les détails. Et ensuite, tu vas commencer à faire du zoning, etc. avec des couleurs très flash. Il ne faut surtout pas que tu aies du vert parce que l'IA peut reconnaître encore du vert autre part. Il faut vraiment du jaune, du rose, vraiment quelque chose qui claque, tu vois, pour qu'il arrive à signifier. Mais oui, tout dépend de ton cas d'usage, de la vue, etc. Là, il faudrait vraiment regarder ça en amont. OK ? Ensuite, je voulais quand même vous montrer encore des éléments très spécifiques avec Nano Banana. Et ça, je l'ai fait aujourd'hui. Moi, j'adore cette fonction parce que moi, étant étudiant, et ça, je le montre aussi du coup à mes étudiants parce que je suis prof aussi dans des écoles d'archi, c'est que les maquettes, il y a une possibilité où vous allez pouvoir du coup leur apporter un petit contexte, transformer la maquette en éléments déjà très réalistes et en les intégrant dans un environnement à travers lequel vous souhaiteriez du coup qu'elle prenne vie, cette maquette. Et ça, c'est possible toujours un petit peu avec ce modèle Nano Banana en réemployant toujours la méthode de transforme. Transforme ce croquis 3D en rendu ultra réaliste. Transforme cette image 3D en rendu ultra réaliste. Et ici, transforme cette maquette en rendu ultra réaliste. Exactement, Eric. Donc là, je vous montre aussi du coup un petit peu des éléments techniques. Je vois du coup que le temps file et j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Bien sûr, avec Nano Banana, on va pouvoir faire des rollbacks. C'est-à-dire, on a des images, on a des prises de vue frontales et on va pouvoir du coup transformer cette vue en élévation, dessin filaire, sans perspective, etc. Je vois énormément de choses passer, notamment des isométries, des éclatés, etc. Mais attention, c'est là du coup, je voulais quand même vous dire que là, il faut quand même contrôler ce qui va être généré. Même quand on fait de la génération sketch tout rendu 3D, là, je vois énormément de choses passer. Certes, c'est pas mal, ok, mais il faut quand même contrôler l'ensemble. Là, je vous montre ce qui est possible. Il y a énormément de fonctions que vous pouvez faire avec ce type. Élévation, isométrie, explosion, plein de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses moins bien, il y a des choses qui sont pour moi très gadgets. Ok. Maintenant, il faut toujours contrôler ce que l'IA génère. Comme mon collègue a dit, il faut vraiment contrôler tous ces éléments-là qui vont être générés. Je vous montre quand même ça parce que c'est assez intéressant de connaître et de savoir que ce modèle-là peut faire des images, certes, mais peut aussi faire des élévations, peut aussi pousser la chose un petit peu plus loin dans tout ce qui est présentation un petit peu technique. Ok, mais quand même toujours avoir ce recul et cet œil de est-ce que c'est cohérent ce qui me génère ou pas. Ok, donc ça, c'est pour vous montrer aussi ce qui est possible de générer avec Nano Banana. Sachez qu'on peut aussi du coup restaurer. Ok, regardez ici, image de référence. Ici, sachez que la méthode de prompt change un petit peu. Avant, je mettais chaque fois transforme. OK. Maintenant, qu'est-ce que j'emploie? Restore. Restore l'architecture. Intègre du coup une surface lisse et blanche. Intègre du coup des tuiles. Met du coup un gazon fraîchement coupé et ajoute du coup un chien au premier plan avec un enfant qui court derrière en motion blur. Et je clique sur générer. Pareil ici, du coup, on restaure du coup la vieille bâtisse ici pour lui donner un petit aspect de restaurer concrètement. Donc ça, c'est aussi possible et c'est aussi envisageable de faire toujours avec ce modèle pour voir un petit peu en amont tous ces éléments-là. Passer d'une 3D SketchUp à un dessin à la main en perspective d'archi, je ne l'ai jamais fait, Eric. Je l'ai jamais fait, Eric, mais ça devrait être envisageable. Maintenant, je vous montre juste encore un élément. Donc là, on avait vu ça ensemble, ok, sur le fait de faire un avant-après. Là, je vous montre concrètement du coup la fonction en vidéo.
Je vous montre du coup l'image finie, l'image figée. OK? Donc, pour vous rappeler, je parle de cette image-là et je dis restaurer. OK? En gardant toujours une consistance un petit peu dans tout ce qui est fenêtre. On a également un petit peu les lumières artificielles ici. OK? Donc, ça, c'est mon image qui a été générée toujours sur Nano Banana 2. Et maintenant, regardez ce que le modèle me permet de faire encore. On passe du coup à une version nuit. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien aussi du coup ce type de génération. C'est avoir une variante jour-nuit pour du coup avoir encore de la matière voilà, dans des projets, etc. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Jour-nuit, 4 saisons, énormément de possibilités. Maintenant, attention, 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 attention. Ne repartez jamais d'une image générée pour ensuite contrôler, etc., etc. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas reprendre cette image-là et faire encore une autre variante. Je vais toujours repartir de ma génération initiale. OK? Super important parce que, comme je l'ai dit avant, on va perdre de la consistance, sinon, dans tout ce qui est éléments très fins, les briques, etc. On va commencer à lisser l'image, à lisser la génération. Donc, on part toujours de la génération initiale pour faire les variantes, OK, pour faire les modifications. Et là, du coup, je vous ai fait un petit panel de ce qui est possible et ce qui est envisageable encore, du coup, avec ce modèle. On a vu ensemble, du coup, les sketchs, les dessins pour faire un rendu réaliste comme ceci. OK? On a vu qu'on avait aussi la possibilité de faire des multivues. Multivues, c'est-à-dire que je prends toujours ce rendu ici que j'ai généré avec Nano Banana pour faire des macro-vues, vues rapprochées sur des matériaux, etc. Je repars toujours de cette image-là, vue un petit peu en plongée de mon architecture. OK? Ça, c'est plutôt pas mal. On va repartir de cette image-là et localiser un élément dans notre architecture pour changer la texture. Ça, c'est possible, toujours. OK? Là, regardez, comme vous pouvez le voir, on a 3 variantes. On a du coup 3 variantes. Cyrine, toujours nouvelle conversation. Toujours nouvelle conversation, super importante. Super important ce que tu viens de dire. Toujours une nouvelle conversation quand on fait des modifications et qu'on change un petit peu du coup la génération. OK? Et regardez aussi un élément assez important ici. On a du coup toujours l'image de référence. On va pouvoir aussi ajouter des personnages, ajouter des effets en motion blur et on finit du coup avec Kling, le modèle 2.5 que j'ai utilisé pour faire cette petite animation ici, comme vous pouvez le voir. Pour parler très rapidement des modèles de génération de vidéos, c'est très simple. C'est très simple. Je vous conseille qu'un modèle, c'est Kling. Kling, il y a le modèle 2.5, il y a le modèle 2.6 et il y a le modèle 3.0. Pour nous, pour vous, entre vous et moi en tant que designer qui est dans le domaine de l'architecture, etc., vous en tant qu'architecte, Kling 2.5 pour faire des animations très simples, des personnes en mouvement, pour faire des caméras travelling avant, arrière. Très simplement, Kling 2.5, ça suffit. Vous voulez monter en gamme en termes de génération, en termes de dynamisme de caméra, Kling 2.6. OK? Il y a Kling 3.0 qui est sorti, un petit peu coûteux. Meilleure compréhension dans la caméra. On devrait faire un module de 4 heures là-dessus parce qu'il est très complet. Mais en termes d'architecture, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de rester sur Kling 2.5, Kling 2.6. 2.6, si vous voulez du son, des caméras plus dynamiques, plus agressives, avec des travelling, des effets un petit peu caméra FPV, drone, etc. Sinon, moi, je reste essentiellement sur Kling 2.5 parce qu'il n'est pas très coûteux et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi aussi je l'utilise. Donc là, comme vous pouvez le voir, animation très simple avec Kling 2.5. Avant du coup de conclure, je voulais vous partager un élément qui est pour moi très important avec Nano Banana. Je vais juste mettre pause ici. Ici, j'ai mon image générée avec l'intelligence artificielle. OK? Et à droite, j'ai du coup un avant-après. À gauche ici, c'est mon image ici. À droite, quand je passe la souris, je balaye, c'est Nano Banana, une fonction qui m'a permis d'upscaler cette image. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai remarqué avec des confrères à moi qu'on a une meilleure génération, une meilleure interprétation
avec Nano Banana et le fait d'utiliser un prompt pour upscaler une image que le fait d'utiliser, par exemple, un modèle comme Topaz, comme Magnific AI, etc. Ok. Et je vous montre tout de suite, regardez, image à gauche brute, qui est juste ici. Et vous allez voir, chaque fois quand je switch, ça va être mon image que j'ai upscalée avec Nano Banana, donc avant-après. Et là, regardez, la consistance du personnage, meilleure interprétation. Les salissures ici que j'ai données pour que ça fasse un rendu un peu moins plastique. Ok. Végétation aussi mieux interprétée avec Nano Banana. Et du coup, on va avoir aussi des éléments un petit peu, voilà, qui rendent un petit peu cet aspect sale. Et ça, je l'ai prompté. Upscale mon image de référence. Augmente les détails. Ajoute des imperfections. Augmente le réalisme de mon personnage, ses traits caractéristiques, ses traits physiques. Augmente les détails, les textures de la végétation, etc. etc. OK. Et ça, du coup, je l'ai utilisé directement toujours avec Nano Banana 2 et Pro. Et pour toutes celles et ceux qui connaissent le modèle, vous allez pouvoir générer en 1K, 2K et faites toujours vos upscales en 4K. Comme ça, vous allez améliorer, renforcer, ajouter des imperfections, ajouter du réalisme dans les personnages en ayant une sortie en 4K. OK? Méga important. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut, je pense, retenir avec Nano Banana 2 parce que pour moi, les upscalers, les IA upscalers, c'est ce qui peut vraiment changer un rendu. Ensuite, du coup, j'aimerais quand même vous faire un point sur ChatGPT. Parce que je vous l'ai dit au début, il est présent, il est signifié en gras dans mon image. Pourquoi? Parce que ChatGPT, on a vu une évolution de ce modèle-là. On est passé du 4, qui était très bon en termes de génération d'images, on est passé au 5 et maintenant on est passé à image 1.5 génération. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir faire aussi de la génération d'images, faire des variantes rapides, tester des directions ou affiner certaines idées. Donc, même avec des modèles comme Nano Banana, qui reste le leader, ok, là je ne vous cache pas, c'est le leader, ChatGPT reste un modèle très puissant comme Nano Banana. Et surtout, il y a une raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Parce que ces modèles évoluent en permanence. On est passé de Nano Banana rapide, qui était le 2.5 Flash, au Pro, au 2. Ensuite, on passe de ChatGPT 4, ensuite à image 1.5, qui nous donne ce terme et ses rendus, jusqu'à vous parler maintenant de la prochaine mise à jour qui arrive avec ChatGPT image 2, qui devrait sortir dans les semaines à venir. J'ai vu les premiers résultats, ok? Et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Parce que ça va être un modèle qui, selon moi, va rentrer directement en concurrence avec Nano Banana 2 et Pro. Rentrer en concurrence potentiellement dans des précisions techniques, dans des compréhensions de contraintes et dans des cohérences globales. Sur les premières expérimentations que j'ai vues en architecture, il est très bluffant dans des éléments techniques pour expliquer, par exemple, des assemblages, des structures, etc. Maintenant, attention, j'ai vu ça de mon œil. Il faut voir ça maintenant, il faut le faire valider, il faut voir si c'est OK, si ça marche, etc. Mais j'ai vu qu'on a de meilleurs résultats et une meilleure compréhension avec le modèle qui va sortir incessamment sous peu. Donc, vraiment, c'est quelque chose à retenir. Nano Banana 2 et Pro, OK, c'est les leaders. Mais ChatGPT Image 1.5 reste cohérent. Le 2, est-ce qu'il ne va pas dépasser Nano Banana 2 et Pro? Voilà, on verra ça du coup dans un avenir très proche. Mais en tout cas, voilà, c'est pourquoi je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Attention, même manière de prompter, OK? Tout ça, c'est des prompts que je recycle avec l'intelligence artificielle. Et là, vous pouvez voir des avant-après. Et je vous ai laissé l'interface de ChatGPT pour vraiment vous montrer que c'est l'interface brute. Hein. Au-delà d'une simple conversation, on va également pouvoir du coup avoir ce type de génération. On a aussi du coup la possibilité, comme vous pouvez le voir, un contexte en haut, un moodboard en bas et assembler les deux. Bien sûr, on peut le faire avec Nano Banana 2 et Pro, mais sachez que c'est aussi possible avec ChatGPT. Maintenant, spoiler alert, on a quand même un meilleur résultat quand même avec Nano Banana 2 ou Pro.
Et bien sûr, on va aussi pouvoir intégrer des personnages avec ChatGPT, toujours avec une image de référence et un prompt. Intègre 6 personnages assis sur les 6 chaises, 3 en face du coup. Et ça marche plutôt bien. Et la fonctionnalité que je vous ai montrée juste avant, de transformer du coup une maquette en image ultra réaliste. Ça fonctionne aussi plutôt bien avec ChatGPT, mais bon, on a toujours un meilleur résultat, bien sûr, avec Nano Banana. Mais bon, voilà, pour toutes celles et ceux qui ont un abonnement ChatGPT, ça, c'est plutôt intéressant aussi d'exploiter ce modèle-là si vous l'avez, et notamment, attention, à la sortie de GPT-2. Je voulais encore, du coup, finaliser un élément qui est assez intéressant. Et pour toutes celles et ceux qui se demandent, oui, Amaury, du coup, tu utilises quelle interface au quotidien? Eh bien, moi, je vais vous parler du coup d'une interface que j'utilise tous les jours. Projet client, formation, démonstration. Voilà, j'en parle et franchement, c'est une interface pour moi qui est très complète. C'est FreePic. OK? FreePic, et on va finir sur ça avant d'aller du coup sur un autre sujet. FreePic, du coup, c'est une interface, on va dire, qui est globale, qui regroupe énormément de modèles que vous avez pu voir juste avant. Attention, il n'y a pas Midjourney. Midjourney, ça reste quand même indépendant encore. C'est sur d'autres plateformes, mais ce n'est pas sur FreePic. OK? Mais sur FreePic, vous allez avoir énormément de fonctionnalités possibles avec, comme vous pouvez le voir ici, Nano Banana 2. Nano Banana, le modèle, le standard, celui-là qui est sorti le 2 septembre, me semble-t-il. Et bien sûr, il y a encore, comme vous pouvez le voir, énormément de modèles et il y a le 2 Pro, bien sûr. Maintenant, pour moi, pour vous dire, j'ai un abonnement Premium Plus sur FreePic. Et cet abonnement Premium Plus me donne du coup la possibilité de générer des images en illimité. OK? C'est là que je fais toutes mes générations. Et c'est ici notamment que j'ai Vidéo Générateur ici avec les modèles Kling 2.5. Et regardez ici, 2.5 illimité. Illimité avec l'abonnement Premium Plus. Mais bien sûr illimité en 720p. Si vous pouvez aller en 1080, du coup, ça va vous décanter des crédits. OK? Maintenant, si vous voulez regrouper tous ces éléments-là, avoir un workflow architecture, FreePic, je trouve que c'est une très bonne alternative qui regroupe énormément d'outils. Et notamment, je vais vous montrer aussi une interface après, dans la conclusion finale, que j'utilise et pourquoi moi j'utilise ce modèle-là. Maintenant, attention. FreePic, c'est un modèle pas clé en main. C'est un modèle où vous allez devoir du coup faire vos générations, faire vos itérations, expérimenter, prendre des images de référence. Il n'y a rien qui est pré-mâché dans FreePic. C'est à vous de construire, c'est à vous de prompter dans FreePic. Il y a d'autres interfaces, il y a d'autres interfaces IA qui proposent du coup des alternatives où il y a déjà un petit peu tout qui est pré-mâché pour pouvoir du coup faire des générations. Mais celle-là, c'est l'une des plus complètes. C'est celle-là où vous allez pouvoir vous éclater à fond, créer des styles, faire du coup des upscalers. Il y a Magnifique AI aussi du coup qui est en upscaler dedans. Il y a Topaz pour la vidéo upscaler. Il y a énormément de fonctionnalités et on va basculer après sur du coup la finalité de ce petit webinaire sur pourquoi du coup j'utilise FreePic et pourquoi en 2026 il y a des nouvelles méthodes que vous allez voir arriver au fur et à mesure avec du coup des modèles d'intelligence artificielle un petit peu plus poussés. En tout cas, je vous remercie du coup de votre écoute. J'espère que ça a été fluide et limpide. Désolé si j'étais un petit peu technique. Moi, je suis vraiment un passionné là-dedans et des fois, je peux un peu m'égarer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Grand merci, Amaury. J'ai éliminé les questions auxquelles tu as déjà répondu, mais Yes, peut-être merci. s'en cache-t-il d'autres. Alors, Eric, j'ai tout fait sur FreePic avec le modèle Nano Banana. Okay, j'ai tout fait sur FreePic, toutes les générations, mes projets clients, etc. Mes confrères qui font des projets aussi, ils font tout sur FreePic. Ils génèrent tout sur FreePic. Okay, et je vais vous montrer du coup aussi quelle interface, parce que je crois, Gaël, je dois finaliser du coup avec les nouveautés. Et je vais vous montrer aussi comment générer maintenant en 2026.
J'entame la finalité, ok. Ok. Du coup, je vous montre pourquoi j'utilise FreePic, ok. Et cette nouvelle manière un petit peu de prompter, ok. Je vous dis un petit peu la chose. Midjourney V8 est sorti dernièrement. Alors, je ne sais pas s'il y a des adeptes un petit peu de Midjourney. Moi, je teste un petit peu toutes les IA. Attention, toutes les IA que moi, du coup, en tant que designer, je vais pouvoir implémenter dans l'architecture d'intérieur extérieur. OK. Je ne prends pas tout. Hein. Sinon, moi, je vais faire un craquage, je fais un burn-out tellement il y a des modèles qui sortent. Vraiment, je me niche dans l'architecture et je booste et je regarde et je challenge les différents modèles. Et j'ai vu un changement de paradigme avec du coup la V8. La V8 de Midjourney, elle souhaite avoir plus de direction. Elle veut plus de ressources. Elle est moins dans l'interprétation. Si vous avez un prompt vague, génération vague, prompt avec de la direction, avec du contrôle, avec de la hiérarchie, avec une méthodologie claire, vous allez avoir des résultats qualitatifs. OK. Et ça, je le vois et c'est en train de changer un petit peu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je le vois à travers plusieurs modèles. Je retrouve mon PDF. Voilà. Et avant, on était sur le prompt, une architecture invisible. Maintenant, je vais vous parler du prompt au système. Parce que je ne sais pas s'il y en a encore, mais potentiellement, je l'étais encore dernièrement et je le suis encore, moi, dans FreePic, par exemple. Ici, on est dans l'interface de base de FreePic. OK. Ici, on va mettre une image, comme vous pouvez le voir, une image de référence. On peut aller jusqu'à 14 images de référence. OK. On va pouvoir intégrer un prompt, cliquer sur générer, faire une, deux, trois, quatre sorties ici. On clique, on génère. On clique, on génère. On clique, on génère. OK. Maintenant, ce qui a un petit peu changé dans cet écosystème, c'est tout ce qui est interface un petit peu plus complexe. OK. C'est tout ce qui est interface avec système nodal. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi j'utilise FreePic en 2026. Donc là, je vais aller du coup dans une interface optimisée dans la gestion de projet. Donc là, regardez, je vais juste ici dans Alt Tool et je clique sur Space. Space, c'est une autre interface. C'est une interface où vous allez pouvoir faire des connexions entre différents modèles. Je vous montre ça tout de suite avec cet exemple ici. Hop, comme vous pouvez le voir ici, ça charge. Voilà, regardez juste ici. Ici, regardez, on retrouve ma génération de base avec du coup la qualité qui était un petit peu en dessous. OK. Et là, regardez, j'ai une sortie directement avec ma qualité qui est au-dessus. Et entre, j'ai des directions. OK. Ici, j'ai un nœud. Un nœud, c'est un bloc. Ce nœud bloc a une fonction. Cette fonction, c'est, regardez, Nano Banana. Il y a plein de modèles. J'ai sélectionné Nano Banana parce que c'est celui qu'on teste depuis tout à l'heure. Sortie en 4K. OK. Sortie en 4K. Aspect ratio, on peut faire 1, 2, 3, 4 générations, 4 sorties. Je vous dis ce qu'il y a entre. Ce qu'il y a entre, c'est ce que j'appelle un système. OK. Et c'est sur quoi on va parler là pour finir, prompt vers les systèmes. Ici, j'ai une direction. OK. J'ai une direction en anglais. J'ai une direction ici qui va être donnée à un agent, qui va être donnée du coup à un assistant. Et cette direction, je vous le fais un petit peu court, c'est analyse l'image de référence, analyse s'il y a un personnage, s'il y a de la végétation, s'il y a plein d'éléments, tu analyses tout visuellement et tu me formules un prompt pour upscaler tout ce que tu vois. OK. Et cet assistant-là, cet agent va analyser cette image-là, va analyser ma demande et formuler un prompt complexe en JSON pour figer mon image qui est de base et lui apporter une signature, un upscale. OK. Attention, ça, c'est du coup un élément simple. Il y a des éléments où là, du coup, comme vous pouvez le voir, une image de référence, une demande à un assistant. Ici, du coup, j'ai une image générée, mais vous avez la possibilité d'étirer et de plugger un nouveau nœud. Ce nœud, ça peut être quoi? Ça peut être un générateur de vidéo. Ça peut être quoi? Une variante en différents contextes, différentes saisons, nuit, jour, etc. Et vous allez construire non pas un système qui est comme ça, mais un système avec des connecteurs partout. OK? Et ça, du coup, pourquoi je vous en parle? Parce que ce système-là, que je partage moi, du coup, un petit peu à ceux qui me suivent dans le consulting en architecture, moi, je leur partage ces systèmes-là.
Ils peuvent du coup en temps réel voir mes modifications. Ils peuvent en temps réel mettre des petits symboles et dire « Ah, j'aimerais bien ici que tu me changes ça ». Moi, je change, j'adapte. Je fais les 4 saisons. Je fais des programmes Sketch to Render et après, on regarde ensemble, on regarde du coup les spécificités techniques et on met en place ensemble des systèmes où maintenant, on va plus prompter, on va donner une direction à l'IA. On va diriger une demande. On va lui dire « Tu me fais ça, 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 ça ». Et ensuite, tu me formules un prompt qui respecte du coup un petit peu voilà, la méthode, etc. Et analyse du coup ces images de référence. Ici, il y en a une, je peux t'en placer énormément. Okay, et c'est là du coup on va commencer à diriger, à construire des systèmes. Ici, c'est un upscaler. Vous allez pouvoir construire des sketchs tout rendus réalistes. Vous allez pouvoir construire énormément de systèmes. Je vous en montre encore un autre. Un autre du coup que j'ai mis en place. Voilà, les 4 saisons. Les 4 saisons, ça c'était pas mal. J'avais du coup un apprenant qui avait besoin de ça du coup pour un de ses clients. Et du coup, il place son image ici. J'ai mis ici du coup une liste, 4 saisons. Il clique juste sur générer et il a les 4 saisons implémentées directement à travers son image générée. Là, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, ces systèmes-là, premièrement, j'utilise l'interface Space qui est juste ici, qui regroupe un petit peu ce que je vous ai montré. Mais sachez qu'il y a énormément d'interfaces nodales. Interface nodale avec ces nœuds qu'on va connecter. Un nœud pour le prompt, un nœud pour la génération d'images. Si du coup vous voulez plusieurs modèles, plusieurs nœuds de génération d'images avec une entrée de prompt. Et on va signifier, on va prendre le meilleur nœud qui aura fait la meilleure génération, tout ça en un clic. Okay, on n'est plus sur du clic, une image, du clic, une image. On est sur du clic, directement 15-20 images générées. Okay, et là, je vous ai mis un petit panel du coup des interfaces qui sont pour moi au-dessus, qui sont mainstream en termes du coup de génération d'images, de vidéos, etc. Donc moi j'utilise FreePic que j'ai mis en premier. Il y a aussi Crea qui a sorti un système nodal, Luivi qui est très utilisé aussi par une communauté sur le branding, sur les designers, les graphistes, etc. Il y a Flora qui est aussi très utilisé. Il y a Tapno pour les courts-métrages qui est pas mal. Bon, moi, ça reste quand même FreePic, l'un des meilleurs modèles que j'utilise, ok, parce qu'il est très stable, ok. Et ensuite, il y a un nouveau point, et le dernier, et après, je vous jure que je vous laisse. Il y a un point, du coup, où on entre en fait dans un nouveau modèle, où du coup, en fait, avant, on était du coup sur humain vers outil, imagène, vidéogène, IAgène. Et aujourd'hui, en 2026, on est en train de passer à autre chose. On est sur une nouvelle génération d'outils avec des agents IA où l'humain ne fait plus qu'exécuter une commande, mais de donner une direction globale. Génère-moi une image. Cette image, une fois que tu auras généré, tu auras pris la meilleure et tu vas l'animer, me faire un travelling avant, une autre vue, etc. Donc derrière ça, ce ne sont plus juste des modèles isolés, ça va être du coup des systèmes qui vont communiquer entre eux. Donc ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on passe du modèle humain vers outil image gène à l'interprétation humaine vers la machine qu'on va du coup automatiser avec un agent IA et cet agent IA va créer un système d'IA qui collabore. OK ? Et pour toutes celles et ceux qui se demandent mais qu'est-ce qu'il affiche à l'écran, je vous affiche à l'écran Luma qui est du coup l'une des dernières intelligences artificielles, l'un des derniers modèles qui a mis ce système en place. Le système, c'est quoi ? C'est je prends une image, je l'intègre dans l'interface comme ceci. Il y a un petit élément conversationnel en bas à droite et je dis anime l'image, fais-moi un rendu ultra réaliste de cette image-là et tu me l'animes. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va connecter, il va faire OK, Nano Banana, je le translate. Là, j'ai des erreurs, je les enlève, je prends cette image-là, hop, et après, je fais mon travelling. Attention, attention, on est en bêta. On est en bêta, je vous le dis comme ça. C'est pas encore fiable pour des projets qu'on va livrer, etc. Mais ça arrive. Ça arrive parce que j'ai même, moi j'ai réalisé des expérimentations. On dépose du coup l'image, on lui demande un petit peu la direction qu'on aimerait avoir, on va faire un café, on revient, on a la vidéo. Et lui, il aura travaillé et vous allez voir du coup une timeline où il y a écrit du coup j'ai utilisé le modèle Nano Banana, j'ai utilisé ce prompt-là. Une fois que j'ai eu Nano Banana, je suis passé du coup sur le modèle pour animer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je le rappelle, on passe du coup d'un outil humain
un outil du coup IA Gen à un modèle d'humain IA génération avec un système d'IA qui collabore. Donc c'est vraiment une rupture qu'on peut voir là arriver là, notamment avec Claude Code et Claude Cowork. Pour toutes celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que j'utilise. Alors j'utilise ChatGPT et en même temps Claude à côté. J'ai toujours les deux abonnements. J'arrive pas à encore me passer de ChatGPT. C'est un petit peu mon souffre-douleur pour l'instant, mais on verra du coup à l'avenir si je m'en passerai. Et je vous ai mis encore en bonus. Alors là, n'hésitez pas du coup à voir. Mais là, du coup, c'est les interfaces pour les archis. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de FreePic avant, je vous ai parlé des interfaces nodales. Ici, c'est des interfaces, 4 interfaces du coup pour les archis. Narva, Xfigura, Gendo, et je vous ai fait un petit rappel. Les 3 premières, c'est des éléments qu'on a vus. On a vu tous les modèles Nano Banana. Tout ça, c'est regroupé dans des presets pour l'architecture. FreePic, c'est aussi du coup, mais c'est plus large. Vous avez plus de contrôle. Ici, du coup, les 3, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment orienté archi brut pour de la génération, déjà avec des presets, des outils un peu programmés, etc. J'espère que j'étais pas trop long et que voilà, j'étais pas trop technique. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Un grand merci, Amaury. Est-ce que tu aurais pu repérer des questions auxquelles tu n'aurais pas répondu, peut-être? Très Alors, rapidement, on regarde l'heure, bien sûr. ouais, ouais. Alors, Eric, le lancement de Luma, incroyable. Ouais, c'est exactement ça. Tu utilises Claude. Bien sûr, j'utilise Claude. J'utilise vraiment tout, hein. Euh, Ah, merci Luc. Ah, après, je suis un passionné, hein. C'est ça le truc et j'essaie de repérer. C'est mon job. Ouais, je suis 10 heures par jour presque sur l'IA pour te dire. Merci Didier. Manon, est-ce que l'agent est intégré ou on doit le créer sur Luma, sache-le, il est déjà intégré. Ok. Cette fonction est déjà intégrée dans Luma. Moi, dans FreePic, tu crées quand même. Tu crées quand même cet assistant. C'est pas un agent, c'est un assistant qui va comprendre et qui va assimiler ta demande, analyser les images et te formuler quelque chose. Tu vois? Et ça, c'est un petit peu différent. C'est quand même toi, mais tu vas quand même le pousser vers quelque chose, vers bah, tu utilises le modèle Nano Banana, tu utilises ci et ça. Luma, c'est tu as une image et allez, bonne chance. Alors que là, c'est vraiment intéressant avec Luma parce que lui, il va juger, OK, ce modèle-là, il va être mieux. Du coup, ben, lui, il m'a dit ça, je vais prendre celui-là et il va faire le tri lui-même. C'est ça qui est incroyable parce que lui, il va raisonner en termes d'usage. Tu vois ce que je veux dire? Avec FreePic, c'est moi encore qui crée, qui intègre, etc. Luma, c'est vraiment un truc de fou, tu vois. Mais attention, voilà. Moi j'essaie quand même d'être carré. Luma, c'est à prendre en bêta test. OK? C'est vraiment à prendre en bêta test. Ok, un grand merci à Maury Dubois et un grand merci aussi Arthur Beck, bien sûr. Pablo Nastar n'aura pas pu prendre la parole au regard de ses problèmes de connexion. Nous allons donc conclure. Je vous informe d'ores et déjà que Arthur Beck, évidemment, intervient aussi pour ILO Formation. Alors même Arthur, que tu es aussi président du CREPA Normandie, qui est un autre organisme de formation. Arthur intervient plutôt dans le cadre d'une formation qui s'appelle donc l'IA comme levier de développement de l'organisation de vos agences d'architecture. Dans le cadre de cette formation, l'idée toujours avec notre objectif analyse terrain, appréhension métier, c'est bien évidemment qu'Arthur puisse vous présenter l'ensemble des outils qui s'offrent à vous en tant qu'architecte, sachant qu'il n'en a présenté que quelques-uns, que vous puissiez analyser vos besoins, oui, en IA au regard de votre réalité terrain, qu'Arthur vous accompagne à prompter et vous puissiez mettre en place un rétro-planning de mise en œuvre de l'IA au sein de vos agences. Arthur, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Non, mais tu as bien résumé. C'est comment bien implémenter l'IA dans son agence, d'avoir les bons réflexes dès le début, de capitaliser aussi tout ce qu'on est en train de faire avec l'IA sur son ordinateur. Voilà, il y a plein de méthodologies sur comment prompter, les manières de développer ses bases de connaissances, améliorer la mémoire de son IA, apprendre aussi à créer des assistants avec méthodologie. Bref, toute une petite panoplie à apprendre pendant cette formation.
Absolument. Et très orienté analyse de l'activité Oui. professionnelle, bien évidemment, avec Amaury Dubois et donc en compagnie aussi de Pablo Nastar. Vous l'avez compris, les visuels, hein, la création de vidéos, de supports n'auront plus aucun secret pour vous. Sachant que je le précise, hein, là nous étions donc vraiment dans le cadre d'une web conférence, donc plutôt de l'ordre de la sensibilisation. Dès lors que vous êtes en formation opérationnelle structurée, pas à pas, vous êtes accompagné avec des temps, évidemment, d'exercice pratique. Amaury, tu veux peut-être en dire une ou deux phrases très rapidement? Ouais, du coup, bah, suite à avec Hello Formation, du coup, en fait, on fait ça. Du dessin, c'est de l'esquisse. Et du coup, on avait vu un petit peu ensemble. Alors, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie où on aborde, du coup, les étapes clés, la manière de prompter. On a vu ensemble les différents modèles. Là, vraiment, on analyse tous les modèles. Pourquoi ce modèle est pertinent? Pourquoi celui-là évolue? Et aussi, je tiens vraiment à signifier que après chaque séance, il faut se tenir informé de chaque modèle. Parce que comme je l'ai dit, GPT-2, il va évoluer. Du coup, on va potentiellement basculer ensuite, du coup, la méthode qu'on a apprise sur GPT-2, revenir sur Nano Banana, etc. Et ça, du coup, on le voit à travers Hilo Formation. On apprend la méthode, on apprend à communiquer, on apprend à faire tout ce que je vous ai montré, la manière de prompter, les termes, les éléments de langage, comment Nano Banana nous comprend avec les spécificités un peu techniques, les caméras aussi. Il y a énormément de choses que je partage pour vous, hein, d'ailleurs, sur tout ce qui est aussi vidéo. On n'a pas vu, mais il y a aussi des éléments 3D. J'ai comment générer avec l'IA de la 3D, comment l'intégrer dans différents workflows, etc. Enfin, c'est passionnant parce que ça évolue tout le temps. Oui, avec énormément d'exercices pratiques, effectivement, et des temps Exactement, d'intercession exactement. plus longs de manière à pouvoir s'exercer. Je voulais aussi signaler que Stécie Ramos, laquelle n'est pas parmi nous, elle-même a co-conçu à nos côtés et anime la formation Optimiser la visibilité de son agence grâce à l'IA, avec toujours cette entrée analyse des activités de l'architecte. Donc elle-même, elle est spécialisée en marketing, spécialisée aussi en IA, et donc vous établissez un état des lieux de votre marketing, si vous en avez une ou pas de stratégie marketing, et elle peut être particulièrement inexistante, et vous allez co-construire avec elle un plan de développement de la communication de vos agences, et bien évidemment, elle vous apprend à intégrer l'IA et aussi à prompter de manière à développer cette communication à propos de vos activités et réussites. Et en dernier point, Pablo, si tu n'as pas de problème de connexion, Pablo Nastar donc a créé la formation, créé ses propres assistants IA, IA assistant administratif. Pablo, es-tu parmi nous ou pas? J'ai un petit doute. Non, alors je crains que Pablo ne soit pas parmi nous. Donc effectivement, c'est une autre formation, laquelle est plutôt spécialisée sur la création des assistants administratifs. Comme on aime à le dire avec Arthur, Amaury et Pablo, la formation d'Arthur permet vraiment d'identifier l'ensemble des activités où l'IA peut se nicher, les activités où vous avez envie, bien évidemment, que l'IA vienne vous aider pour gagner en efficacité et vous donner et vous consacrer à d'autres activités. Et ensuite, les formations d'Amaury, Pablo et donc de Stécie, laquelle n'est pas parmi nous malheureusement, vous permettent de devenir expert. Si vous avez des choses à rajouter, c'est maintenant. Si vous avez encore des questions, ouais. Ah, est-ce qu'il y a des questions encore, Amaury? Je regarde en même temps. C'était sur le replay de la webconférence. Comment j'ai pas entendu? C'était sur le replay de la Oui, fonction absolument. de la Il sera disponible webconférence. Ouais. très, très, très prochainement. Très prochainement. Très. J'uploaderai, je LinkedInerai aussi, je vous enverrai tout par mail et toutes les informations seront accessibles, j'imagine. Allez, jeudi, grand maximum, on va tout faire. Arthur Nickel. Beck,
Amaury Dubois, je vous remercie grandement. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, c'était top. Et merci pour les commentaires, vos questions pertinentes. Top, top, top. Hmm. Pareil qu'Amaury. Hmm. À très bientôt, à très vite. Merci, bonne Bonne soirée à soirée tous. à toutes et à Et tous. bonne soirée. Tchuss. Merci, un grand Salut. merci. Grand merci.